ton business là, il rapporte combien par mois? Actuellement, entre 150 et 200K de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que tu étais bon à l'école? Du tout, j'ai pas eu mon bac. La dernière note que j'ai eu en maths, c'était 1 sur 40. Comment ça, mon gars? Zéro. C'est pas Stylé. beaucoup. Pour être encore plus franc, Mathis, j'étais bloqué sur LinkedIn. Les budgets que vous metteriez habituellement en ads, si vous les mettez en organique, pour avoir des résultats qui sont 10x, 20x par rapport à ce que vous faites en dessous de 23, 25 ans, ton cerveau il perçoit pas le temps de la même manière. En tout cas, j'ai l'impression que les 3 dernières années, j'en ai passé en fait, je sais pas, 6, 7. Il faut être présent au moins sur YouTube. Il faut être là en fait. Il faut construire quelque chose qui est assez global. La plus grosse vidéo qui m'a rapporté, c'est 45 000 euros. C'est vraiment ça en fait, c'est que la meilleure vente, c'est de poser des questions, de laisser la personne parler et qu'elle se rende compte d'elle-même que oui, il n'y a rien qui l'empêche de commencer. La majorité de mes amis, je les ai perdus. Vous avez jamais remarqué que dans les salles, les mecs les plus tankés, ça a pas l'air d'être les mecs qui réfléchissent à leur exécution et tout. Ouais, C'est juste des mecs qui sont là tous les jours et qui poussent comme des débiles. On a peut-être parfois trop tendance à aller vers de l'optimisation et aller essayer de faire quelque chose de parfait alors qu'il faut juste que ce soit fait quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony et on est avec notre invité Mathis Chloé. Salut Mathis, sois le bienvenu. Salut Arthur, c'est Anthony, c'est Franck, merci beaucoup Hello, pour hello. l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Alors avant de rentrer dans tes présentations, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens au sein de notre audience qui ne te connaissent pas ou peut-être t'ont vu passer sur une miniature YouTube, parce que tu es très présent sur YouTube. Je présente très brièvement le podcast. Le Wizards Podcast, on parle globalement de business en ligne de manière très large. Nous, on est plus spécialisé sur la partie édition de site, référencement avec Franck et Anthony. Mais on explore toutes les facettes du business en ligne au sein de ce podcast. Donc, si c'est le genre de truc qui peut vous brancher, n'hésitez pas à voir ce qu'on fait et à vous abonner. On a aussi un petit truc à vous dire. C'est tous les ans, avec les gars, avec le Wizards Podcast, on organise le Wizards Event qui aura lieu cette année de nouveau à Lyon le 4 avril 2025. Et les ventes ouvrent le 7 février. Donc là, au moment, normalement, où vous regardez ce podcast, ou en tout cas où ce podcast sort, il sort le 30 janvier 2025. Donc, un peu plus d'une semaine après, la billetterie ouvre. On vous mettra en description de ce podcast le lien de cette billetterie et on vous invite très fortement à vous mettre une petite alerte dans votre agenda pour la simple et bonne raison qu'on a 80 places ouvertes, donc ce qui est relativement peu. L'an dernier, on a sold out sans trop de difficultés sur le premier événement. Là, cette année, on a des super conférenciers une fois de plus. Ça va être un très chouette event avec un format très similaire à celui de l'an dernier. Donc voilà, mettez ça dans votre agenda, comme ça vous ne loupez pas l'ouverture de la billetterie. Et puis nous, on peut commencer, Mathis, avec ce podcast. On est trop content de te recevoir. On va commencer, je crois que Franck, tu avais une petite question de démarrage, Ah. donc je te renvoie la balle parce qu'on avait quelque chose d'assez similaire. Mais... Bah, c'est juste rentrer dans le vif du sujet direct, mais t'as quel âge, Mathis? J'ai 20 ans, je vais avoir 21 dans quelques mois là. Ok. Et genre, ton business là, il rapporte combien par mois? Actuellement, entre 150 et 200K de chiffre d'affaires par mois. Donc on a des mois, c'est plus aux alentours de 150, des mois, c'est plus aux alentours de 200. Et c'est Ok. les tranches dans lesquelles on est actuellement. Et t'as 20 ans, t'as commencé il y a combien de temps à faire du biz? Parce que, juste pour dire, je pense que la plupart des gens qui ont 20 ans, ils sont en train de ouais, ils ont une autre vie, quoi. Ils ont pas du tout la même Ouais. vie. Ouais, après, il y a des personnes qui font plus, mais moi, j'ai commencé à 4 ans, à 16 ans, en fait, à me lancer, entre guillemets. Je commençais avec pas mal de copies, on en reparlera, mais dans cette sphère-là. Ce que je dis en général, c'est que ça fait quasiment 3 ans vraiment où je suis à fond, je bosse 12, voire plus par jour, je fais que ça. Donc là où il y a des personnes qui voient 3-4 ans de travail, en réalité, parfois, en fait, il y a 8 ans de travail normal sur des horaires normaux. Donc, faut mettre ça en perspective. Mais oui, Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens même pour qui, et même on l'a vu avec le podcast de Valère, ça disrupte. Enfin, il y a un truc qui coince vraiment même dans le cerveau en mode ouais, ok, c'est des vendeurs de rêves, c'est impossible d'avoir ces résultats-là, encore plus à cet âge-là. Donc il y a vraiment, j'imagine que tu es confronté aussi à ces bien sûr, gens-là, à 100%. puisque tu es présent sur YouTube et que même si ton contenu du coup est organique, donc tu es peut-être moins exposé à cette toxicité et à des gens qui vont douter de ce que vous racontez, etc. Moi, j'ai quand même un parallèle à faire assez rapidement parce que c'est rigolo, mais avec du coup Franck et Anto, je pense qu'on a la génération. Enfin, globalement, Anto va bientôt avoir 30 ans et avec Franck, on a un petit peu plus de 30 ans. On est entre 33 et, enfin, je sais plus, 34 et 35, je me souviens même plus. Mais voilà, on est la génération du dessus. Et nous, pour le coup, on entreprend depuis un moment et ce qui nous a beaucoup inspiré, et on en parle pas mal dans ce podcast,
et qui nous a finalement doucement fait glisser vers l'entrepreneuriat, c'est le jeu vidéo. Et typiquement, on a été des gros joueurs de Dofus concernant Mmh. Anto. Moi, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle RuneScape, qui, pareil, économiquement parlant, te fait que en fait, tu prends des espèces de leçons de vie, d'économie, si tu veux réussir, faut faire les choses comme ça. Enfin bref. Et ce qui nous a et Franck, c'était un peu plus World of Warcraft, mais en tout cas, on est tous les trois très branchés jeux vidéo. Et pour être compétitif dans un jeu vidéo, tu es obligé de t'impliquer. Et on le voit aujourd'hui pour tous ceux qui suivent la scène e-sport, avec des petits prodiges. Je pense notamment pour ceux qui auront les références à Caliste, qui est un joueur sur League of Legends, qui est très jeune aussi, qui est un prodige et qui est attendu comme la prochaine superstar à l'international, qui est l'espoir de l'Europe, etc. Et en fait, tout ça pour arriver sur le fait qu'avec tes acolytes, et je pense notamment à Valère qu'on a reçu dans ce podcast, vous êtes, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette espèce de niveau ultra élevé, ultra pointu et cette espèce d'ultra compétitivité qu'ont généralement beaucoup de jeunes à votre âge sur les jeux vidéo de manière compétitive, parce que nous, c'est le parallèle qu'on fait parce que on le Mmh. connaît plutôt bien. Et ben en fait, vous l'avez dans le business. Et c'est a priori assez rare. Je pense de moins en moins parce que je vois passer pas mal de jeunes têtes qui font du super contenu sur YouTube sur différents sujets. J'en ai encore vu un passer hier sur du contenu, de l'automatisation et tout. Mais c'est rigolo de faire ce parallèle-là. Et du coup, toi, depuis 4 ans, Ouais, c'est ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, tu ponces le truc c'est ça. Je me autant que tu peux. je me prends des portes, je réessaye, je tente des trucs Ouais. et ouais, c'est une obsession de toute façon, c'est marrant parce que quand tu es jeune, enfin quand tu es jeune, ouais, en dessous de 23-25 ans, ton cerveau, il perçoit pas le temps de la même manière. En tout cas, j'ai l'impression que les 3 dernières années, j'en ai passé en fait, je sais pas 6-7. C'est long quand tu passes, 1 an à te prendre des portes ou à essayer quelque chose. Tu as l'impression de passer 10 ans parce que, tu te lèves le matin, Ah ouais? la Ah journée ouais, elle est longue. j'ai toujours eu l'impression de l'inverse. J'ai toujours l'impression que ça pa les choses passaient super vite. Je sais pas vous, mais Ah je Va de plus en plus vite avec l'âge. ah c Surtout les ça. les vieux boomers. Non mais je crois que ça s'accélère et d'ailleurs, je crois qu'il y a il y a une molécule dans le cerveau qui fait qu'à partir de 25 ans, ta perception du temps, en gros de 0 à 25, c'est la perception comme la moitié de ta vie. De 25 à, jusqu'à ce que tu meurs, c'est aussi la moitié de ta vie en perception. Parce que plus tu avances, plus les années passent vite. C'est ça l'histoire, ça. Tu vois? C'est non mais après je pense que c'est différent à chacun, mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que c'est long quoi et que tu as le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais ouais, en tout cas, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur les parties jeux vidéo. On en parlait aussi avec les gars justement. Moi, je vois un peu le business comme un jeu de Clash of Clans, tu sais? Tu dois faire, Ouais. upgrade ton hôtel de ville, tu choisis où est-ce que tu alloues tes ressources, tu peux choisir de prendre des risques avec, une guerre de clans. C'est un peu ça et visuellement, je le vois aussi comme ça, tu sais? Avec, les différents pôles, heu et ouais, Ouais, j'ai remarqué, ouais, ça il y a ce côté très farming, ouais, enfin le fait de répéter des actions. Et je sais que c'est con à dire, mais dans les jeux vidéo, il y en a certains, enfin typiquement le jeu sur lequel je jouais, j'ai un pote pendant plus d'un mois et demi, il cliquait sur des arbres avec 3 pixels pour monter sa compétence de bûcheronnage dans le jeu, tu vois? Ça enfin tout ça pour faire enfin bref. Et en fait tout ce travail-là, tout cet effort, quand tu le concentres sur, autre chose que cliquer sur des arbres, ça peut faire des dingueries, quoi. Et c'est un peu, c'est clair. voilà. Après, loin de moi l'idée de négliger l'impact positif du jeu vidéo et les passions que ça peut, Mmh, mais en tout cas, voilà, c'était rigolo je trouve, de faire ce petit parallèle au départ. mmh. Heu, Anto ou Franck, sur cette petite présentation de Mathis, vous avez quelque chose à dire avant de laisser Mathis peut-être, Non, bah, vas-y, je pense, ça peut être cool si tu te présentes et surtout que Ouais. tu expliques ce que tu fais, sur, bah, en gros ton biz, hein, sur, que tu as via The Ecosystem. Ouais, 100. Bah, moi, j'ai commencé en fait dans le copywriting, donc avec, la partie marketing qui est écrire pour vendre avec, Tugan Barra à l'époque où je me suis formé vraiment sur les pages de vente, mode FDPH. Donc je commençais à faire des pages de vente sur des tunnels à froid vraiment très durs. Puis j'ai monté une agence en fait où je faisais des pages de vente pour les infopreneurs. Puis de manière globale, j'ai commencé à faire du contenu pour eux, à prendre des pourcentages et cetera. Et j'ai monté donc The Ecosystem ensuite de ça, qui est aujourd'hui un accompagnement pour des business en étiquette sur la partie vraiment acquisition, process et vente qui leur permet de passer la next step, en gros l'étape après les 5-10 cas par mois. Et aujourd'hui, on va être une petite dizaine, un peu plus d'une dizaine au total, comprenant la partie sales, la partie delivery, etc. Et donc c'est un accompagnement qui tourne bien, justement, avec ces chiffres-là, entre 150 et 200 cas par mois.
et puis j'espère beaucoup plus bientôt. Donc la target après ça va être d'aller chercher 300 puis 500 et puis 10 millions, j'espère assez bientôt. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait actuellement aujourd'hui, c'est de l'accompagnement. Il y a un mix de done for you, donc on fait pour eux, et un mix de done with you, majoritairement done with you, on accompagne. Et donc voilà. Ouais, tu fais quand même du done for you, du coup? Très peu, très peu. On va placer par exemple, on va recruter certains talents pour les agences ou les coachs qui en ont besoin, comme des setters. On va mettre en place des process qui sont déjà Ouais. prêts, on va implémenter directement. Mais ça reste minoritaire, c'est vraiment un 80-20 quoi. Ouais, OK. Et ben, j'avais justement cette question de c'est quoi ta promesse? Mais du coup, ta promesse, c'est vraiment tu fais déjà à peu près 10 K, on Ouais, t'aide à vraiment, propulser. c'est ça. OK. C'est quoi du coup ce que si par exemple tu devais prendre un Pareto, tu vois, là, tu as un nouveau client qui arrive, qui te contacte. Mmh, La plus je suppose que tu as des trucs qui sont très récurrents, qu'en fait, mmh, que tu as un peu un Pareto, tu as 80 enfin, tu as 20 d'actions qui vont faire 80 des résultats. C'est quoi les petits trucs que quand tu as un nouveau arrivant dans tes clients, que tu décèles très vite et que tu sais qu'en mettant en place ça, déjà, hop, tu as un petit, tu sais, un quick wins quoi, un petit ouais. step up, direct? Bah, ça va dépendre effectivement de ces situations, mais il y a des contraintes qui sont très globales, très communes en fait à toutes les personnes qui sont dans cette, zone-là des 5 à 20 K pour moi. C'est soit ils ont un manque de visibilité, un manque de lead. En fait, concrètement, ils ont pas Ouais, assez d'attention sur leur offre, simplement que ça. Soit ils ont une attention qui est nécessaire, enfin ils ont un minimum d'attention, mais ils n'arrivent pas à transformer leur prospect en client. Le nombre de personnes que j'ai vues et parfois ça peut paraître évident pour certains d'entre nous, mais qui n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à faire passer à l'action, ils n'arrivent pas à signer à la personne en disant: «Let's go, on y va». Et puis, parfois un manque de process, c'est juste qu'ils ont une offre qui est super market fit, ils ont un super taux de recommandation ou ils ont de la visibilité via leur réseau, mais en fait, ils sont débordés, ils sont sous l'eau et donc vu qu'ils n'arrivent pas à passer du freelance au modèle vraiment processisé agence, même sans en faire beaucoup, hein, juste déjà de recruter une personne, d'avoir un SOP et cetera, bah, en fait, ils sont complètement sous l'eau, ils sont à la bourre sur tout et donc ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc c'est les 3 contraintes principales et en fonction de là où est-ce qu'ils en sont, bah, ça va être d'appliquer, s'ils ont pas assez d'attention, c'est de faire en sorte d'avoir un minimum d'attention avec, de l'acquisition basique d'abord, après d'optimiser et de faire vraiment le 20-80 comme tu disais, d'aller droit à l'essentiel sur ce qui leur manque quoi, de comprendre leurs contraintes et de faire sauter leurs contraintes immédiates. OK. Je fais juste une aparté, mais il va y avoir pas mal de termes techniques. On Ouais, est dans un podcast assez technique, là, celui-là, je pense, sera assez technique. Comme d'habitude, ceux qui nous écoutent, ChatGPT est votre meilleur ami, hein. Donc ou alors, les commentaires sont vos 2e meilleurs amis, si vraiment il y a un terme que vous savez pas, genre SOP, que tu viens de dire. Bon, bah, voilà, vous faites une petite recherche. ouais, voilà. Mais vas-y, tu peux le définir si tu veux Ouais, comme ça. SOP, c'est système d'opération procédure. En fait, c'est en anglais, c'est un langage en français, mais c'est en gros un process qui permet de rendre autonome quelqu'un qui possède, le process. Donc ça va être en général un Google Doc ou une page Notion qui précise de A à Z comment faire, l'action ou la tâche, comme si, la personne était un enfant de 7 ans, en fait. Pour que même la personne qui a les moins de compétences là-dessus soit en capacité de le faire de manière indépendante. OK, ça marche. Donc, Les gars, allez-y si vous voulez. Moi, j'ai plein de questions, mais ça partira dans plein de trucs différents. Anto, Allez, est-ce que tu as un problème de crédibilité, avec tes clients comme tu es jeune? Tu vois? alors je pense que je dois en avoir. Parce qu'il y a des personnes du coup qui me prennent pas en appel. Mais en général, les personnes qui me prennent en appel, du coup, ne me posent pas cette question de crédibilité. Je pense que les personnes qui remettent en question ça, en fait, je les vois quasiment pas. Donc voilà. J'ai pas l'impression que ça me gêne plus que ça. À partir du moment où tu montres que tu as des résultats, et cetera, et cetera. J'ai même des personnes parfois, des consultants de 72 ans qui sont à la retraite, et cetera, qui viennent me voir, donc ça dépend. Je pense qu'il y a aussi des inconvénients à être, plus âgé ou plus vieux. Donc je vois pas du tout comme enfin j'ai pas ressenti ça comme un frein, pas du tout. Et pour manager des équipes, par exemple, aussi, tu vois, ça peut être un peu lié? Alors étonnamment, c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois cette question-là, j'ai des personnes dans mon entourage qui recrutent des personnes d'en dessous de 25 ans. Parce qu'en fait elles pensent, en tout cas elles pensaient, les personnes qui m'ont dit, que ça allait justement leur poser un problème au niveau du management et quasiment toutes se sont retrouvées à avoir des problèmes dans leur team. Parce que les personnes de moins de 25 ans pensent du coup pouvoir faire le travail que tu fais, parce qu'elles voient la différence de chiffre entre ce que Mmh. tu fais en termes de chiffre d'affaires et combien sont payés. Ce qui est normal, hein, c'est le principe d'une boîte, enfin, voilà. Et donc en général, elles vont essayer de prendre leur indépendance et elles ont beaucoup moins de croyances limitantes. Et moi, j'ai fait le choix dans ma delivery de recruter que des personnes de plus de 30 ans au niveau des consultants. De un, parce qu'ils sont plus expérimentés et que j'ai statistiquement, même si encore une fois là, je n'ai pas l'expérience, j'ai statistiquement plus de chances de tomber sur les personnes qui ont fait des choses. Et surtout qu'ils ont un petit peu plus de croyances limitantes. Dans le sens où ils ont parfois, pour la majorité, une situation qui est déjà en place. Et ils ont, bon, après, ils ont aussi un très très bon état d'esprit vis-à-vis de moi, hein, sinon ils ne viendraient pas
heu, bosser avec moi. Mais j'ai beaucoup moins de problèmes à travailler avec des personnes de plus de 30 ans. Et au niveau du management, ça se passe super bien. Enfin, on s'est jamais posé la question. Plutôt que des personnes de moins de 25 ans qui, en fait, pourraient essayer de se dire: «Bon, bah, je mets les voiles» et ils se rendent compte Mmh. après, tu vois, ils font juste du marketing sans aller délivrer, du coup, ça nique l'image et en fait, ça se passe mal, quoi. Donc voilà. C'est OK. que Ouais, c'est smart au final. avec ce truc de crédibilité, pour moi, c'est vraiment, tu vois, si quelqu'un se dit, «Ah bah, Mathis, il a 20 ans, en gros, je peux pas lui faire confiance». Pour moi, c'est vraiment un move de boomer ultime dans le sens où, hem, enfin, c'est vraiment je boomer ou rageux, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment ce truc de il est jeune donc je peux pas vraiment, considérer qu'il est crédible. Or, je trouve que toi, avec ta stratégie et que je trouve très bien d'ailleurs, parce que toi, tu es très, très, très organique. Mmh. C'est-à-dire, il me semble que tu fais pas de Full. ads, hein? Ouais, Tu on es commence full les ads là organique? avant fin janvier, tu vois? OK. En retargeting. Mais à la limite, je trouve ça mieux parce que tu as pas mal de gens, tu sais, qui font des business comme les tiens, et qui, eux, sont que en ads et tout. Et là, je trouve que quand tu es que en ads, la crédibilité, elle est dure à avoir. Mmh. Alors que quelqu'un là qui se dirait, est-ce qu'il est crédible ou non? En fait, tu as une super chaîne YouTube dans lequel tu es carré, précis, tu regardes la chaîne, où tu passes dans des podcasts et en fait, quelqu'un qui, à la limite, aurait un doute, tu vois, peut regarder une, deux, trois, 10 vidéos et là, au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, bah, non, en fait, c'est OK, il sait de quoi il parle». Il y a un moment où c'est Mmh. logique que ça se voit que tu sais de quoi tu parles et là, quelqu'un qui se dirait: «Bah, non, mais bon, il reste jeune», pour moi, c'est vraiment, c'est un move Ça débile, La réaction d'avoir un doute au prime abord, je peux comprendre parfaitement parce que j'aurais aussi ce Mmh. doute-là. Ouais, ouais, Effectivement, ouais. si tu as vu les preuves et que tu as vu et que le contenu te convient et qui t'aide déjà gratuitement et que tu vois techniquement avec des boîtes qui sont publiques que ça marche, si là tu continues de douter parce que la personne a un âge, qui est jeune, bah là effectivement c'est une mauvaise réaction à mon sens, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, du coup, je pense que c'est bien que tu aies fait, ce parti pris de commencer en Mmh. organique qui, du coup, prouve ta légitimité et peut-être que là où ton âge pouvait être un frein pour certaines personnes, bah, la légitimité est là et je suppose, je suis même sûr que là, en lançant du scaling avec les ads, Mmh. au pire, les gens peuvent se dire: «Ouais, c'est qui ce type?» Ils tapent ton nom et là, ils voient, plein d'infos, en plus, quoi et là, Ouais, ça peut vraiment faire, le parallèle, pour moi en plus c'est enfin, faut faire dans ce sens-là à mon sens avec ma théorie sur l'acquisition, c'est que ça te simplifie la vie sur absolument tout derrière, parce que tu as une plus grosse crédibilité, mais parce que tu as aussi une plus grosse awareness sur le marché. Les gens qui te voient mais qui cliquent pas tout de suite peuvent aller voir ton contenu organique et tu peux directement faire du retargeting sur des personnes qui t'ont déjà vu, donc avec des leads plus qualifiés, moins chers que le reste du marché. Donc ouais. D'ailleurs, il y a je voulais te poser la question, donc ça tombe plutôt bien, mais j'ai écouté un de vos podcasts récemment, donc Billions, qu'on mettra aussi, en description en plus de tes réseaux, sociaux à toi si tu es OK Mmh, bien Mathis. sûr. Mais où tu disais que un prochain step, pour toi serait potentiellement de ne plus faire de call to action dans tes vidéos YouTube. Et j'ai trouvé ça, assez rigolo en tout cas. Alors et pourquoi? Bah, parce que tu t'expliquais que du coup, le fait de ne pas faire de call to action te permettait potentiellement d'accroître ton audience, d'autant plus et derrière, d'aller transformer tes prospects et les gens qui te regardaient en clients via le retargeting uniquement. C'est ça. Heu, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ça? Est-ce que tu es toujours aligné avec ça? Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu comptes le faire Bien sûr, ou? si j'ai le luxe de pouvoir le faire, je le ferai. En fait, ça a 2 avantages. Effectivement, c'est aussi pour pouvoir s'étendre un petit peu et que ton contenu soit moins vendeur, moins salesy, tu vois? Voilà. Mais c'est aussi pour rendre ton contenu intemporel. Parce que, quand tu as un contenu qui donne purement 100 de valeur, tu as pas 1 de vente de CTA. Je suis pour le CTA, je suis pour la vente, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas vendre, au contraire, Mmh. vendez. Mais quand tu peux, en fait, avoir 2 canaux où tu vas avoir un format où c'est vraiment uniquement la partie content et l'autre la partie vente sur la partie ads, et donc tu vas pouvoir faire que des CTA là-dessus. Bah, ça te permet de séparer, de pouvoir avoir 2 canaux bien distincts, bien différents, et de pouvoir activer la partie vente que quand tu as envie, et de bâtir un capital confiance qui est beaucoup plus important sur du contenu qui est du coup intemporel, parce que des gens pourront regarder cette vidéo dans 10 ans et pas se taper le CTA qui en fait est obsolète depuis là, tu vois. Euh, donc ouais, dès qu'on va basculer en ads, on va voir si on va faire les A/B Et testing de toute et façon. là, tu disais fin janvier, du coup, le début du Retargeting, ouais. Ouais, retargeting? on commence le retargeting, ouais, fin janvier. OK. Ouais. tu te fais accompagner pour ça? Alors moi, j'ai des contacts média buyers qui bossent avec Kbax et tout aux US qui sont bien. Donc, on a des personnes dans la team qui font des ads. Donc, on a déjà commencé avec une personne dans la team à faire des ads. Et après, moi, j'aime bien avoir différents points de vue aussi de média buyers pour plus avoir de la data sur ce qui marche actuellement sur le marché et de croiser les points de vue. Ça me permet vraiment d'être plus précis dans mes targeting, quoi. Du coup, là, tu as déjà tourné Ouais, des créas et tout. des Ouais, créas ouais, et tout?
Ça Je va, me ça régale. c'était pas trop, ouais, tu bien? Ah, je me régale. Je suis un mec du copywriting, donc en fait, moi, Ouais, ça j'avoue, ça ouais, vient un c'est peu naturellement. Après, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre, mais c'est incroyable. J'adore faire des pubs, moi. tu obligé de faire des hooks de fou ou pas? Tu as essayé plein de trucs? Mais parce Ah que ouais, là, tu sais pattern interrupt à fond. les ads maintenant, genre les hooks, mais même pour les ads pour des trucs business de pareil, vraiment pur B2B et tout, c'est vraiment des ads, limite, avec le mec qui tombe et tout, enfin, c'est Le mec qui hurle au début, tu sais pas ouais, mais pourquoi, ouais, mais c'est vrai. juste, Moi, j'ai prévu des trucs en montagne et tout. Enfin, ça va être trop lourd. Je vais ouais, vraiment, excellent. je m'amuse bien. On ira voir, le Ouais, la librairie créative, librairie Facebook. ouais, c'est ça. On va aller spy ça. Tiens, tiens. Ouais, c'est ça. OK. C'est clair. Et du coup, juste pour en revenir sur l'organique, est-ce que, en gros, comment tu t'organises sur cette histoire d'organique? Déjà, bon, tu as choisi ça au début et je suis 100 aligné avec toi. Moi, je trouve l'organique, c'est incroyable pour, se construire une base de gens qui sont, enfin Ça aurait été étonnant qu'un SEO dise le contraire quand même, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est un peu notre, C'est un peu notre marque de fabrique, mais ouais, moi, je trouve que c'est vraiment construire truc vraiment, long terme la plupart du temps. Hem, Là, aujourd'hui, comment ça se passe? Je sais, très présent sur YouTube, mais il me semble que tu es aussi assez présent sur LinkedIn, non? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai une petite base sur LinkedIn aussi. Je dois avoir peut-être 10 000 abonnés, mais sur LinkedIn, c'est pas, enfin, les gens connectent et s'abonnent, mmh, c'est pas très représentatif. Je suis en gros présent sur 3 réseaux principaux, Instagram, LinkedIn et YouTube. J'ai un groupe School à côté, mais qui est vraiment, je fais pas de CTA dessus, c'est juste en bio de mes vidéos YouTube et ça se remplit automatiquement. Et j'ai donc ce trio, effectivement, entre Instagram, LinkedIn et YouTube où je postais du contenu à la fois écrit, à la fois vidéo. Et voilà, j'ai ouvert aussi du coup une chaîne de podcast, j'ai une chaîne d'extraits maintenant, où il y a des extraits tous les jours. Et OK. donc, ah, intéressant ça. ouais. Le côté, chaîne d'extraits, ça veut dire que tu as fait le choix de pas avoir tes extraits sur la même chaîne Ouais, que parce qu'en fait, il y a des extraits courts tous les jours. C'est ouais. l'intermédiaire entre les shorts et le format long. Ah Euh, ouais, OK. Ah oui, OK, j'ai genre, vu d'ailleurs que sans permission, on faisait ça depuis, ouais, peu là. ouais, ouais, c'est Ah exactement. ouais, ouais, non, OK, je confonds extrait et short du coup. Parce que nous, c'est une question qu'on se posait sur les shorts et on a eu Hervé qui est un mec qui est très bon sur YouTube, dans le dernier podcast qu'on a enregistré, qui est pas encore sorti d'ailleurs au moment où on tourne, celui-ci et on lui a posé la question parce que nous, en fait, par exemple, sur notre chaîne, Wizards Podcast, on a nos podcasts uniquement et on n'a jamais fait de short parce qu'on a peur que de Cannibaliser un peu, cannibaliser un les peu, ouais. Mon point de vue sur les shorts, c'est que si c'est des shorts qui sont viraux, ça risque d'attirer une audience qui est mass market et de faire bah, baisser tes vues sur des contenus qualifiés. Si maintenant c'est moi mes shorts, je fais très attention à ce que quand je les poste sur ma chaîne YouTube, parce que du coup mes shorts je les poste sur la même chaîne YouTube que mes value assets, Mmh. c'est des shorts qui font en général rarement plus de 1000 vues. Et c'est tant mieux comme ça, c'est-à-dire que c'est des shorts qui retargetent en général les audiences de ma chaîne. C'est des shorts très techniques où je parle de sujets techniques avec du vocabulaire technique, avec des choses qui, je ne vais pas donner un avis sur la relation homme-femme, sur Trump ou sur autre chose, je ne vais pas essayer d'être viral, je veux vraiment essayer d'être technique, quoi. Donc voilà. OK. Et comment tu fais, du coup, en organique? Est-ce que tu repurposes? En gros, tu sais, par exemple, que tu veux faire un sujet que tu vas traiter sur Mm. YouTube. Mm. Ensuite, est-ce que le contenu que tu postes sur Instagram et LinkedIn, à chaque fois, est relié à ce contenu que tu viens de faire sur YouTube? Ou est-ce que pour chaque réseau social, tu as un truc spécifique et que vraiment tu t'adaptes à la cible? Genre, LinkedIn, c'est une cible, Instagram, c'est une autre cible, YouTube, c'est une autre cible. Est-ce qu'à chaque fois, tu leur crées du contenu dédié à eux? Non, c'est la même cible, c'est juste que le format change un petit peu. OK, Je vais écrire des posts LinkedIn pour la semaine qui pourraient être postés en story, en post YouTube Community, en post LinkedIn et en post School. Ça, c'est le format écrit. Après, les vidéos YouTube sont format Value Asset. Je vais vraiment les tourner en une fois et le poster sur YouTube, qui est un peu un format phare et indépendant. Et donc, c'est la même cible, c'est juste que les formats vont s'adapter différemment. Et sur YouTube et sur Instagram, pour les shorts et les réels, je vais découper des moments de podcast sur lesquels je passe pour les mettre directement sous format passage, quoi. OK. Et pour YouTube, du coup, on est d'accord que là, de ce que je vois, tu es quand même très technique et bah, clairement, c'est pas le genre de vidéo qui pourra faire beaucoup de vues. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas commencer à et pareil, je comprends parfaitement ta façon de faire. Je pense que Mmh. moi, si je devais le faire, je le ferais également de cette façon-là. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, tu vas, je sais pas moi, atteindre une sorte de plafond de verre et que tu vas être un peu obligé de faire des trucs, je veux pas dire Bah, très la tech Yomi quoi, avec les ouais, par contenus, exemple, ouais, les Ouais, les ouais. derniers contenus qui sortent, les concepts, mainstream quoi, presque. ouais, Probablement, honnêtement, je me tâte à chaque fois à faire des vlogs parce que je filme pas du tout, ni ma vie, ni, là où est-ce que je vis et cetera.
Donc parfois, c'est tentant de se dire, bon, bah, je vais toucher une audience plus mass market. Maintenant, j'ai 2 trucs, c'est que j'ai pas envie d'être connu particulièrement. J'ai envie d'être connu auprès des bonnes personnes, auprès d'une petite communauté entrepreneuriale. Je suis pas sûr qu'en touchant plus de personnes, ça m'attire plus de leads qualifiés. Ouais. Et je préfère avoir une audience qui croît de manière plus lente, de manière plus sûre, auprès des personnes qui sont vraiment qui se recommandent la chaîne YouTube, etc. J'ai typiquement ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment une vidéo qui parle du sujet technique du recrutement. Je parle que de ça avec des vocabulaires parfois techniques. Euh, je savais que ça allait faire moins de vues qu'une vidéo où je dis que j'ai fait 171 000 euros en un mois à 20 ans. C'est normal, il y a des vidéos qui sont un peu plus tofu quand même sur ma chaîne. Et ces vidéos-là vont faire 1500, 1800 vues sur le recrutement, donc c'est bien. Mais je sais que ça en fait moins. Et c'est ce qui me permet de targeter, de vraiment de qualifier les personnes comme un produit low ticket, sauf qu'en fait je le donne gratuitement et la qualification se fait par l'intérêt que la personne a pour la vidéo. Parce que si elle n'est pas intéressée, de toute façon, au bout de la 2e minute, elle se barre, hein. Un mec qui explique comment recruter les gens sur une mind map, c'est chiant, hein. Sans cut, sans musique, tu te fais chier. Donc en fait, c'est ce qui me permet de targeter. Et c'est vrai que ça va être un choix que je vais devoir faire, que j'ai pas encore pris, sur comment est-ce que est-ce que je fais des choix qui vont me rendre plus broad en organique. Quels sont les choix que je fais vis-à-vis de ça? Est-ce que je prends le risque d'aller plus mass market avec des contenus plus larges? Je sais pas. C'est une des questions que je me pose pour l'année 2025. Tu parlais d'ailleurs de tes objectifs grandissants et est-ce que tu penses que tu vas vite être confronté en organique toujours à un certain plafond de verre? Jusqu'où est-ce que tu penses que quelqu'un qui est en full organique comme toi sur le marché francophone peut aller finalement Je suis en, convaincu en que termes de résultats? full organique, on pourrait aller chercher 300K. Au-delà de ça, Ok. je pense que c'est compliqué, mais 300K, c'est un beau palier déjà par mois en evergreen, en organique, pas facile. Alors je précise organique avec du setting. Si j'avais pas de setting, ça serait quasiment impossible. Maintenant, je pense qu'avec les ads, ça va faire comme un exhausteur de goût. Ça met vraiment de l'huile sur le feu et ça va permettre de pouvoir réactiver plein de personnes qui me suivent en organique et qui prennent pas d'appel ou qui passent pas à l'action. Et donc, c'est là où je pense qu'on peut vraiment chercher beaucoup plus de résultats. Donc, donc voilà, c'est un truc Euh, que j'aurais dû faire depuis longtemps. alors quand tu dis, organique avec setting, tu peux expliquer vite fait le Ouais, bien sûr. process que tu as, s'il te plaît? En fait, toutes les personnes qui, de près ou de loin, réagissent à mon contenu, ça peut être une vue de profil sur LinkedIn, ça peut être un abonnement sur Instagram, un like, peu importe. On va les contacter directement pour voir si on peut les aider, déjà gratuitement, justement en envoyant des vidéos qui les aident sur des problèmes particuliers gratuitement, et voir si elles sont intéressées pour prendre un appel, pour si on peut les aider avec notre solution. Et donc, on a un framework de setting, on va discuter avec la personne, créer une relation en DM, et ouais, créer la connexion, leur envoyer du contenu gratuit, bâtir un capital confiance, avant de les envoyer un appel si elles sont intéressées. Et setting humain ou setting IA? Setting humain. J'ai pas trouvé encore de solution qui. Alors, je sais qu'il y a des solutions de setting IA qui sont top. Moi, j'attends que ça, hein, honnêtement. Mmh. Mais j'ai pas trouvé de solution similaire à un setting humain qui va aller targeter aussi précisément qu'un humain, personnaliser aussi précis qu'un humain, faire autant d'outreach sans bloquer le compte, même faire de l'outreach tout court, en fait. C'est compliqué. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative encore. Et c'est d'ailleurs un peu normal aussi, parce que si tu prends la logique des plateformes, à partir du moment où on aura une capacité avec l'IA de faire ce que fait aujourd'hui un setter humain, ça voudrait dire que ça va être infernal. Tout le monde va se faire méga Ouais. targeté par les IA, ça va coûter. Déjà, pour être tout à fait franc, moi, le setting, je le vois arriver à des Ouais, kilomètres et il me gonfle. ouais. Et pour être encore plus franc, Mathis, je t'ai bloqué sur LinkedIn parce que je me C'est suis. exact. je- je- C'est ce que j'allais dire. Je me demande si ça convertit. Tu vois, pour moi, quand je reçois un truc comme ça, je me dis, il y a mais vraiment des gens qui ça l'ont chez convertit, nous. Ouais, ça ouais, marche ça de marche fou et je bien. pense que tu nous en Ouais, parleras, mais je pense que c'est pas avec tout le monde. Et je te dis ça, c'est anecdotique parce que j'étais ouais, très conscient que c'était ton setter et que j'ai ouais, été bien sûr, bien sûr. relancé en Ouais, je boucle et comprends, ouais. qu'il y a un moment où Ouais. je le fais avec tous les settings que je me prends globalement. Mais il y a ce truc quand même qui. Ouais. Enfin, moi, c'est toujours très compliqué. C'est comme une page de vente ou une VSL où des fois tu te dis, mais c'est un Ouais. truc de Ouais, fou bah, parce que moi, je me sens pas concerné par certaines méthodes qu'on va mettre en application pour vendre de la formation, pour vendre peu importe ce qu'on a envie. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que souvent, j'ai l'impression que le fonctionnement que des gens en face de nous sont pas le même que nos propres fonctionnements. C'est pour ça, bah, on moi, doit te les j'ai la aider. même réaction que sur des pages de vente où je me dis, mais comment est-ce que ça vend, tu vois? Je Ouais. comprends pas. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus bêtes ou pas, c'est juste qu'il y a des choses où tu satures, ou des choses où tu vois le fonctionnement, ou des choses où t'es pas du tout la cible, où t'es pas du tout le cœur de cible là-dessus. Donc, je comprends parfaitement. Et c'est d'autant plus difficile quand tu es dans cette position-là, de te mettre dans la peau du prospect de l'avatar pour essayer de trouver ce qui marche et de réfléchir comme lui réfléchit. Tu vois, c'est vraiment Mm. parce que faut aussi vraiment de, ouais, de s'immerger dans la peau de son avatar, quoi.
Et tiens, j'ai une petite question. Est-ce que tu sais quel canal te rapporte le plus de leads qualifiés entre tes 3 canaux? Alors, c'est une question que j'ai souvent et honnêtement, c'est très difficile à répondre. Pas parce que je veux pas donner la réponse, c'est parce que quelqu'un qui vient de LinkedIn, en général, m'a découvert sur YouTube ou parfois m'a découvert sur OK. LinkedIn, mais ne passerait jamais à l'action avec moi s'il avait pas vu mon YouTube Mmh. et inversement et en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que je parle souvent d'écosystème. Bon, c'est un terme, c'est un buzzword, hein, c'est un terme marketing purement, mais c'est que c'est vraiment très, lié. Mmh. Pareil pour mon school ou pour mon Instagram. Si quelqu'un voyait un seul de mes réseaux, je pense pas du tout que j'aurais les résultats qu'on a aujourd'hui. C'est parce que j'ai plusieurs points de contact et que soit les gens me découvrent sur YouTube et du coup accélèrent sur Instagram et sur LinkedIn parce que du coup il y a un contact quotidien qu'on arrive à les citer, ou l'inverse, c'est que YouTube fait aussi sorte de catalyseur, fait une sorte de vraiment centrifugeur plutôt où il va Mmh. augmenter drastiquement le capital confiance avant de les envoyer un appel. Et donc ce serait vraiment très difficile à traquer en fait. Tu as justement un outil de tracking aujourd'hui Alors on a des qui CRM avec mon setter qui nous permet de traquer. On est à peu près à 50-50 entre Instagram et LinkedIn. ouais, Parce qu'en fait, YouTube, enfin, on a des taux de clics, je parle bien en setting, hein, de toute façon, parce qu'on ne peut pas setter sur YouTube. Maintenant, en termes de génération de leads au total, c'est 30-30-30, quoi. OK. Et le setting te rapporte combien en pourcentage? Alors, en setting, au moins 60% sur les dernières OK. quelques qu'on a fait en octobre, donc c'est important quand même. On Ah ouais. a, ça va varier. Tu vois, sur l'année 2024, on a dû faire un peu plus de 1,2 million quasiment en setting. Ouais, OK, ouais. Donc, Ouais, c'est pas négligeable. Et un setter est rémunéré comme un closer ou pas? ouais, c'est à peu près pareil, ça va être entre 3 et 7% du lead closé. Alors après, tu as différentes OK. manières de fonctionner. Il y a des personnes qui ont du fixe, d'autres qui ont du fixe plus du pourcentage, d'autres qui ont que du pourcentage. Mmh. Certains sur le fixe facturé, d'autres sur le fixe collecté. Tu vois, donc ça va être vraiment, ça va dépendre en fait du contract avec ton setter. Et Tes setters sont offshore ou pas du tout? C'est-à-dire offshore, pardon? C'est-à-dire Madagascar, Bénin, Non, du tout, pays en France. francophones? Non, non, moi, il est, OK, il est expatrié maintenant, parce qu'il est... OK. Donc tu as un setter? ouais, j'ai un setter, ouais. OK, Il fait entre intéressant. 8 et 10 cas par mois, donc il s'expat. Ouais. Donc, forcément, tu vois, voilà, ciao les mecs. Mais ouais, il est français. Ouais. OK. et juste par, curiosité pour, comprendre comment ça fonctionne, derrière, tu dis par exemple le setter, il va voir quelqu'un qui regarde ton profil LinkedIn ou quelqu'un qui like, ton un post que tu as mis sur Instagram par exemple. Hem, lui, en gros, tu as des tools derrière qui font remonter cette info dans un espèce de, de Non. de bac derrière où vraiment il est sur chaque profil et il voit: «Machin regardez votre profil sur LinkedIn», il clique dessus et il lui envoie un message. Moi, en fait, tu as juste, vu des profils de la semaine et le Ah ouais samedi, et j'ai après c'est à la mano quoi, c'est ouais, ouais, vraiment, bien sûr. ah Ouais, ouais ouais. OK, ouais c'est encore assez artisanal, comme, Ouais, 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 c'est OK. c'est par rapport à certains outils d'automatisation, mais en fait, j'ai essayé plusieurs outils d'automatisation, de choses et cetera. Je dis pas que ça marche pas, ça marche très bien et dans notre système de fonctionnement, je voulais garder le système le plus lean, le plus simple, efficace possible Ouais, bah, tu raison. et en Le fait, fameux c'est ce qui marche 4L le un mieux. peu? Le 4L de Tugan et c'est ce qui vraiment marche le mieux, on se prend pas la tête, il y a pas de système de complication, il y a pas de, Ouais. c'est du bon sens et en fait, ça avance, quoi. Le seul truc c'est que ça te met, du temps humain qui peut-être sur le papier pourrait être utilisé autre part, Ouais, avec plus de valeur ajoutée. Mais ouais, bon, au fond, là, ça marche, tu vois? Donc c'est ça. Et puis s'il Peut-être le paye, 10 K par mois, il fait 1,2 million, c'est ça. bah, quel est oui. l'intérêt de se faire chier à automatiser, quoi? Ouais. Ouais, Après, ouais, c'est c'est peut-être ce qui sûr. m'empêche de faire 3 millions, hein, tu sais? Donc, en setting, Mmh. sur 2024 total, on a fait 1,8 million, à peu près. Donc, peut-être que c'est ce qui m'empêche justement, c'est un manque d'automatisation, faut se remettre en question là-dessus aussi. Mais pour l'instant, effectivement, ça marche bien et Ah, oui et non, parce qu'au final, si tu te rendais compte que, par exemple, tu pas le que ton setter, il avait pas la capacité de setter tout le monde. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il pourrait, gérer que 50 du setting de ce qui arrive. Ton seul truc pour scale, ça serait de prendre un deuxième setter, tu vois? Si c'était mmh, vraiment ça la ouais, c'est ça, problématique. bien sûr. Ouais, bien sûr, ça pourrait être ça aussi, ouais, complètement. Mais pour l'instant, on est d'accord que tu pas cette problématique-là, Non, le du tout, non, setter, non, bah, non, il gère et 100 des les demandes. Je gens sais en pas si général on dit le terme demande, mais ah ouais, non, mais bien sûr, mais les gens en général sous-estiment ce qui est capable d'être fait en l'espace d'une journée de 8 heures de travail. ouais, quand 8 tu es heures de focus travail et en que tu bosses, setting, même déjà en 1 heure, tu t'en fais des trucs en 1 heure. 1 heure concentrée vraiment deep work. C'est pour ça que des fois, mes équipes, quand on fait un point, et cetera, c'est le fameux «What did you get done?» de Elon Musk. Donc qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Heu, en 1 heure, tu en as bas du taf quand tu es concentré. Tu peux avancer vraiment, tu as des mmh, choses alors après tu peux La bloquer sur question, certains c'est trucs. comment se concentrer? Tu vois? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est après, c'est la question, mais en 8 heures de taf, putain, tu t'envoies des messages, tu réponds à des messages,
Avant Ouais. qu'il ait plus de quoi faire, enfin, il y a de la marge, quoi. Ouais, clairement, clairement. Hem, Moi, juste pour retourner un petit peu sur, du coup, ton offre et ce que tu proposes à tes clients. Quand tu proposes de scale, tu leur as dit, bah, tu me disais au début, souvent, c'est soit un manque de visibilité, soit un Mmh. manque de closing. On Hem, manque de process. enfin, un manque de process et ouais. Hem, Par rapport, du coup, par rapport à ça, toi, ce que tu leur proposes la plupart du temps, est-ce que c'est justement de partir sur de la création de contenu? Je suppose qu'il y a une partie de oui Mmh. là-dedans. Mmh mh. Et la question qui en découle, c'est comment tu fais avec les gens qui, par exemple, n'ont vraiment pas envie de se mettre eux en avant? Est-ce que le faceless, par exemple, de ton point de vue, peut marcher dans ce genre de Oui, de le faceless peut marcher si tu veux construire une brand, qu'indépendante et cetera. Maintenant 2 choses, si tu veux faire un business en coaching, en agence et que tu peux pas montrer ta tête, un peu compliqué. Enfin, tu c'est pas forcément la meilleure peut-être chose à faire, de manière générale. Faut ouais, être prêt à payer, les ça. Ensuite, je leur dis: «Oui, tout est possible». Il y a des personnes qui l'ont fait, mais ça serait passer à côté d'un énorme avantage, d'un énorme accélérateur, dans une économie de l'attention, tu te tires une balle dans le pied à le faire, quoi. Et l'idée, c'est pas de devenir des Yumi Denzel. L'idée, c'est de pouvoir parler à une cible avec quelques centaines d'abonnés et avoir un contenu qui est très spécifié, construit sur le fond, pas sur la forme. Et il y a des personnes qui viennent nous voir qui ont déjà des ads qui fonctionnent bien, donc évidemment, je vais pas leur dire d'arrêter un truc qui marche déjà, mais je considère que tout le monde aujourd'hui devrait avoir du contenu. Si aujourd'hui vous me mettez dans n'importe quel métier, mais vous me citez n'importe quel métier, ça va de chirurgien à artisan sur une entreprise de BTP, à boulanger, n'importe quoi, je ferai du contenu parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir vous différencier, autant sur votre métier pour attirer plus de clients et de développer des produits après alternatifs. Je me suis sincèrement posé la question. C'est que il y a quel métier, à part peut-être si tu es agent de la DGSE, et encore, tu vois, c'est encore, je pense que tu auras du contenu à faire. Tu as un avantage concurrentiel à être visible et à créer ça. On le voit aujourd'hui sur les réseaux. Tu peux te Ouais, de sortir, fou. tu as, des personnes qui font éboueurs et qui arrivent à justement à développer des Mmh. revenus complémentaires, à avoir des centaines de milliers de... Ouais, il y en a un, ça me fait penser, il y a un mec que je vois, et que c'est son fils qui le filme et le gars est bouché. Je sais pas si vous l'avez ouais, déjà vu? Ouais, ouais, j'ai vu. Ouais, mais voilà. Tu vois. «Ouais papa, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?» Il est en train de coucher, de Ouais, c'est couper de ça. la viande et tout et pareil, ils ont énormément enfin, ils ont une vraie audience, quoi. Comment est-ce qu'il s'appelle le pâtissier sur Paris qui est très, très connu, qui fait des ah, vidéos qui est extraordinaire? Bon, on voit tous de non, hem, attends, bon, je pense qu'on mettra, ouais, enfin, je sais pas si au montage, mais il y a un pâtissier qui fait des vidéos, c'est très connu qui vend ses trucs à 18 € là, ses croissants 18 €. ouais, C'est génial, Ouais. c'est incroyable ce qu'il fait et en fait, peu importe, si encore plus tu as un business en ligne, tu dois être visible. Toutes les personnes que je connais, qui prônent les ads, mais à fond, qui étaient qu'en ads, K-Bax, Russell Brunson, même s'il avait fait un peu d'organique. Toutes les personnes qui étaient full ads, aujourd'hui développent un maximum l'organique. Mmh. Et j'en parlais avec, je sais pas si vous voyez qui c'est, peut-être Léo Guillot, Ouais. Léo ouais, Olsen, qui est bon, un ancien de la vieille, qui est maintenant plus trop dans l'espace MMO, mais qui me disait que lui, il avait été aux côtés de Alec Henry, de Yomi quand il se lançait à l'époque. Je crois que c'était lui d'ailleurs qui avait poussé Mmh. aussi Yomi à lancer sa formation en e-com. Il était parmi les premiers. Les budgets, parce que lui, il lance des startups, il a levé pas mal de fonds aux États-Unis. Les budgets que vous metteriez habituellement en ads, si vous les mettez en organique, pour avoir des résultats qui sont 10x, 20x par rapport à ce que vous faites. Regardez combien dépensent les Hormozy tous les mois dans leur contenu. Alors, ça va paraître énorme, ils dépensent 250 000 dollars, donc c'est énorme. Mais combien est-ce qu'ils ont derrière en résultat? ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est énorme, mais pas tant, je En trouve, fait, par pour rapport 2,5 à ce millions qu'ils gagnent par mois, ils sont premiers sur le marché. par C'est-à-dire année, qu'il tu veux y a dire? De 2,5 millions par an, c'est ça? par an, oui, pardon, pas par mois, excuse-moi, par an. C'est les premiers sur le domaine entrepreneurial. Ils lancent une formation, il fait tout de suite 50 M. Enfin, ils ont un livre qui lui rapporte 1 million de profits par mois, 0 employé, tu vois, juste son livre 1 million offer là. Donc pour seulement 250 000 balles par mois, alors qu'à côté de ça, tu as un Charlie Morgan qui met 250 000 balles par mois en ads et qui sort 1 million. Donc c'est super. Mais tu vois, toute proportion gardée, Et puis après, le problème des ads aussi, c'est le jour où tu cut, t'as plus rien. Bah, c'est c'est ça. ça. Tu capitalises pas. Tu Tu construis capitalises. rien au final en ads. À la limite, peut-être si tu construis une grosse mailing list, C'est peut-être, ça. mais Ouais. derrière, Un pixel à la limite. les gens, ils ont même pas la confiance de vraiment enfin, ils ont même pas ce truc de vraiment te faire confiance. Là où l'organique après nous, de toute façon, tu sais, on a une formation, la Wizard Academy, qui est très orientée, SEO, affiliation et tout, mais dedans, on explique aux gens que, bah, qu'il faut un écosystème, concrètement, et qu'il faut être présent au moins sur YouTube, au moins sur, ou un réseau social ou qu'importe, ou le truc qui correspond le plus à ta cible, mais
il faut être là, en fait. Il faut construire quelque chose qui est assez Mmh. global. Déjà parce que nous, ça nous aide ensuite pour le référencement. Mais hors ça, c'est que si un jour il t'arrive une merde quelconque sur ton site, sur quoi que ce soit, tu as quand même construit cette image, qualitative, si tu as fait les choses à peu près bien et puis tu pourras rebondir, en fait. De toute façon, à partir du moment où tu as un branding, j'ai l'impression que tu deviens invincible dans Mais enfin, c'est le tu pourras toujours faire des sous, toujours. Alors, excuse-moi je vais juste faire l'avocat du diable du coup, parce que ce que tu viens de dire, c'est à la fois très vrai, à la fois à partir du moment où tu es bon en ads, tu pourras toujours faire des sous aussi. Et si on Ouais. retourne le problème, où je pense notamment à un pote, qu'on a en commun, avec Franck et Anto, notre pote Nicolas, Rocher, qui fait de la formation sur Amazon KDP, qui lui était très organique et lui c'est plus par je pense c'est plus un problème de structuration, de temps finalement de tout faire et je pense qu'à terme il refera de l'organique mais il est passé d'un contenu très organique et là, si tu veux, il a découvert les joies du call funnel avec du coup de la publicité très principalement. Et aujourd'hui, il fait beaucoup moins d'organique et il est plus axé sur la publicité. Et ça a aussi d'autres avantages, je peux le dire, c'est on est moins exposé, moins visible, même si Mmh. il y a le juste milieu, parce que quand tu fais du contenu, quand tu fais plein de value assets comme tu le fais, Mmh. Mathis, sur des choses très spécifiques, très techniques, bah, on va peut-être toucher entre Un noyau, 3 et ouais. 10 000 personnes. Enfin, c'est pas un truc Mmh. explosif où on se fait voir par des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Donc ça reste OK, mais la pub, c'est aussi un moyen, de convertir des gens qui sont froids en 30 minutes avec une VSL, boum, et c'est des gens qui ne te connaissaient pas il y a 30 minutes et ça reste et il y a des gens qui font vraiment beaucoup de blé en full ads. Ah bah, c'est Heu, évident. Moi, je suis pour les ads, hein. Je dis c'est pour ça que ouais, ouais, bien faut pas sûr. avoir cette image anti-ads, mais au contraire, je Mmh. préfère des ads, je suis pour les ads. Mais c'est vrai que dans un marché qui se complexifie, où tu as des coûts qui sont de plus en plus chers, où il faut vraiment avoir des funnels, où tu peux pas te permettre de louper la conversion des upsells parce que Mmh. sinon c'est tout de suite, tu plus break-even, etc. Les personnes sont plus difficiles aussi à convaincre, donc il faut avoir des meilleurs skills en vente, mais ce qui te forme aussi du coup à être meilleur partout, donc Mmh. c'est super. Mmh. C'est bon en ads, tu feras toujours de l'argent. Mais tu vois même le milliardaire Ray Dalio, qui pour son fonds d'investissement se met à faire une vidéo YouTube par semaine, parce qu'il a décrété sur Twitter que ça lui permettrait de mieux recruter et que c'était une force pour le recrutement. En fait, ça lui donnait une force pour recruter, ne serait-ce que pour ça, pour faire du réseau pour recruter. Ça t'ouvre des portes que les ads ne peuvent pas t'ouvrir. Ouais, c'est clair. Tu as des influenceurs TikTok qui sont invités à l'ouverture de l'investisseur de Trump aujourd'hui, tu vois. Tu vois, en plus avec TikTok aux États-Unis en ce moment, voilà. Mais Ça va, ils l'ont remis aujourd'hui, là. tu vois, ouais, Ouais, ça Ouais, y ouais. est? Ouais, ouais, il y a c'est déjà un validé. message où Trump a eu le On deal avec la Chine et vous a remis TikTok, tu vois. on remercie, Trump, c'est marqué C'est sur, ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'art du deal, quoi. Et en fait, c'est vrai que tu as quand même des avantages assez particuliers et c'est un bouclier contre la pauvreté quand tu as cette connaissance-là, quoi. clairement. Et alors juste pour reprendre, mais parce que, par exemple, je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y en a un qui a Allo Frelon. Donc je crois qu'il fait, il va, s'il y a des gens qui ont des frelons, je crois, chez eux, bah, il va Il va les tuer les frelons, il va en les gros. enlever, quoi. Imaginons que lui te contacte en te disant, voilà, moi je veux scale. Comment tu vois? Bon, Alors, je suis bah, pas sûr de pouvoir évidemment l'aider. ouais, c'est ça, mais tu vois, tout à l'heure, tu disais: «Tout le monde peut construire quelque chose», mais je trouve que tu as quand même mais même si d'un côté, si, il pourrait construire, parce que je suis sûr que des vidéos TikTok et tout, Oui, justement, bien sûr. où, ça marcherait trop bien. Je sais qu'il y a des mecs, qui sont apiculteurs, qui ont des méga grosses, chaînes, justement et d'ailleurs, je crois qu'il y a un mec sur les frelons qui est méga connu, Ouais. Ouais. donc voilà. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, s'il allait, construire un le mec, il bosse en local, en fait. Est-ce que tu penses que s'il allait construire quelque chose sur les médias, hors l'argent que ça va lui rapporter, les médias, peut-être des sponsoring, des trucs comme ça, est-ce que tu penses que pour son main business Bien sûr, ouais, tu penses quand même que ça 100%. Mais on s'en fout de l'argent que veulent lui rapporter les médias sur son sponsoring, c'est quasiment que ce que ça va lui rapporter. En bouche à oreille, ça va très, très vite. En fait, ouais. tu fais un TikTok et je vois le Mmh. contenu, le format, il est évident. Il arrive avec une cam, et cetera, enfin, il peut faire des dizaines, des centaines de milliers de vues parce que pour le coup, c'est très viral, très mass Mmh. market. Mmh. Tu vas voir sur ces centaines de milliers de vues, si lui, il est à Toulouse, je sais pas, il va forcément voir 100 personnes à Toulouse. 100 personnes, déjà, c'est suffisant, c'est largement suffisant, Ouais, j'avoue, tu c'est vrai. vois? Et après, enfin, ça va partir. Et après, il monte une franchise et voilà, Ouais, c'est c'est vrai Limite. aussi, hein, c'est vrai. Et bien sûr, c'était Hormozy qui avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il montrait comment est-ce qu'il montrait un business de trash, tu sais, donc poubelle, récupération des poubelles à domicile, en l'espace de 90 jours. Et justement, il montre en fait où il fait un format de contenu où il fait des vidéos
comment aider son mari à faire ses poubelles par lui-même en 6 étapes avec 6 tips, etc. Tu vois. Aujourd'hui, tu as n'importe quel business, tu fais du contenu, ça va forcément en fait engendrer quelque chose et provoquer quelque chose. Et ça, faut juste après être un minimum constant, tu vois, sur quelques mois. Moi, j'ai Ouais, mis c'est 10 ça. vidéos avant d'avoir 300 abonnés sur YouTube. Ça n'a pas explosé d'un coup, tu vois. Je le montre hein, d'ailleurs sur mes vidéos, le nombre d'abonnés à chaque fois que j'ai. Mais une fois que les gens commencent à trouver ta chaîne pertinente, tu fais du contenu de qualité. Et la qualité, c'est pas forcément de la valeur technique, hein, ça peut être du divertissement. Ça, Tiens, d'ailleurs, tu peux nous donner une fourchette, parce que je sais que c'est très variable en fonction des vidéos, bien sûr, mais typiquement, une vidéo chez toi, elle fait combien d'abonnés minimum sur YouTube? d'abonnés. Ouais, Je traque pas tellement ça. Je regarde pas trop les abonnés, je regarde plutôt les taux de clics. ouais, C'est-à-dire qu'une vidéo va me rapporter parfois entre 10 et la plus grosse vidéo qui m'a rapporté, c'est 45 000 euros une vidéo. ouais, Entre 10 et 45 000 euros de chiffre d'affaires par vidéo en OK. moyenne. Ouais. Donc même une vidéo qui fait 3000 vues, elle te rapporte au minimum 10. Ouais, alors paradoxalement, c'est des vidéos qui font le moins de vues qui m'ont rapporté le plus. OK, La vidéo par exemple sur Grande Cardone, elle m'a rapporté, je crois que c'est 35 000 euros. J'avais fait une vidéo justement là-dessus. Où en fait, c'était une vidéo où j'ai fait 800 vues. Mais vu que c'était une vidéo spécifique, l'explication du tunnel de Grande Cardone, j'ai plein de personnes qui étaient intéressées pour voir ça parce que ça, tu vois, ça a connecté. Donc ils ont pris un appel et bam. et sur YouTube, il y a 2 manières de faire du trafic. La première, c'est le SEO et de se positionner sur des mots-clés concrets. La deuxième, c'est d'utiliser entre guillemets «l'algorithme», et l'algorithme peut diffuser des vues de manière assez régulière, comme ça peut être le cas avec une vidéo qui est rankée en SEO. Aujourd'hui, la majorité des vidéos que tu crées vont vraiment te rapporter un petit peu de vues sur le long terme, ou tu sens quand même qu'il y a ça monte et ça descend pour. Ah non, j'ai des vidéos qui continuent à performer en permanence. Tu vois, mes vidéos, toutes les vidéos augmentent progressivement. Ma première vidéo, tu vois, toute première vidéo YouTube, donc quand je l'ai postée, elle avait fait, je crois, 15 vues. Aujourd'hui, on est quasiment à 9000. Mais ça s'est OK. fait, en fait, tout doucement, tout doucement, tout doucement. En général, les gens qui regardent une de mes vidéos, on regarde une deuxième, puis une troisième, puis ils sont recommandés sur une quatrième, et puis il y a une recommandation. Puis, vu qu'on envoie ces vidéos-là en setting aussi, en fait, Mmh. mécaniquement, on fait grossir la chaîne. Ouais. Tu vois, il suffit qu'une personne me recommande à une autre pour qu'il y ait des liens de partage et que l'algorithme Mmh. de YouTube comprenne, quoi. Et du coup, je voulais te poser la question, mais qui dit organique, tu as parlé des réseaux sociaux et tout, tu as déjà pensé à avoir une stratégie SEO sur ton site? Si ça se trouve, c'est déjà le cas. Bon, j'avoue que j'ai pas regardé, mais c'est un truc auquel tu as pensé ou pas du tout? Pas du tout, je suis pas un mec du tout du SEO, j'y vois les avantages et les potentiels, mais c'est vrai que c'est pas du tout, ma Mmh. culture de base, en fait. Moi, j'étais avec ça que tu gagnes, très col tunnel, et bon, paradoxalement, je suis parti aussi en organique, mais c'est vrai que j'ai jamais été, à 3D. Donc mon site, c'est juste un site vitrine où, parce que c'est le nom de domaine, je mets des interviews clients, mais j'ai pas du tout optimisé ça, actuellement, quoi. Je devrais. Après, finalement, c'est ta stratégie SEO, elle est sur YouTube. Enfin, je veux dire, C'est ça, tu Ouais. ouais, as une certaine forme de traction, ce qui est une très, très bonne chose, hein. ouais, OK. bien sûr, c'est une forme de SEO. J'aime bien ce que tu as précisé juste, tout à l'heure quand tu disais que en gros, tu as dû avoir 10 vidéos avant, d'avoir, 300 abonnés, et je pense que la plupart des gens give up très rapidement parce que le problème de l'organique, c'est que la récompense est tellement différée et du coup, c'est tellement ingrat au début de bosser dans le vide, dans l'espoir futur que ça va marcher, alors qu'on le sait que si tu fais les choses bien, ça va marcher, tu vois? Ça va peut-être pas marcher le premier coup, peut-être pas le Mmh. deuxième, mais tu apprends, tu avances et tout ça, et il y a forcément un moment où, hop, ça va partir et ça va fonctionner. Tu as ce truc, toi, tu l'as vu. Est-ce que au début, pour toi, c'était ultra ingrat, ou tu avais déjà ce truc de dire, «Je sais que ça va marcher et vas-y, je bombarde»? Bizarrement, j'avais vraiment l'intuition que ça allait marcher, et je OK. savais que chaque contenu que j'envoyais, j'avais des bons retours dessus et que je sortais de la qualité. Je vais plus être déçu par une vidéo où je sais que je l'ai bâclée. En fait, en général, j'ai supprimé 2 vidéos de ma chaîne et j'en ai plein que je n'ai pas sorti parce que je n'étais pas satisfait de moi, que je sais que je voulais faire une vidéo pour faire une vidéo, que d'avoir une vidéo où je suis vraiment satisfait, et même si elle fait 100 vues, je remets toujours en parallèle, tu vois, 100 personnes dans une pièce. À chaque fois que je fais une vidéo où je fais pas de vues, ou en tout cas je fais peu de vues, déjà, c'est-à-dire qu'il y a pas peu de personnes qui ont vu mon échec, si on peut appeler ça un échec, donc Mmh. de toute façon, on s'en fout. Et deuxièmement, c'est que, ouais, tu fais 300 vues sur ta vidéo, c'est 300 personnes dans une salle de classe, c'est énorme, tu vois? Même si dans la réalité, si on devait vraiment voir les choses comme ça, c'est 300 personnes dans une salle de classe.
avec les 3/4 des personnes qui se sont barrées à la fin de ton cours, Ouais, avant c'est la ça. fin de ton cours. Ouais, c'est Ça, ça. c'est parce que c'est pas 300 personnes qui restent une Ah, vue. bien Je crois sûr. que c'est comptabilisé au bout de 10 secondes sur Ouais, ouais, YouTube. ouais, Ceci, c'est peut-être moins. bien sûr, Mais oui, c'est sûr, complètement. c'est une Mais bonne même, chose. admettons déjà 15, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, Ouais. 15, euh, donc en fait, il faut le voir comme ça. Et si tu as 15 personnes qui restent et qui potentiellement, sur les 15, allez, admettons que tu en as 5 qualifiés, tu Mm. as 2 qui bookent un call. Bah, voilà, tu en as 2 qui bookent un call. Si tu as un taux de closing, même à 20%, tu as une chance tu vois, sur 2 d'en closer un. Donc, Mm. et sur un produit en étiquette à entre 4, 10 ou 15 000 euros, bah, ça fait tout de suite la différence. Donc, même avec des tout petits chiffres comme ça, en fait, tu fais la différence. Et donc, c'est comme ça que je remets en. Et toi qui as fait du contenu à la fois sur ta chaîne YouTube, mais aussi tu as eu, on en parlait un petit peu plus tôt, tu as tenu un podcast, tu as co-animé un podcast Ouais. avec trois connaissances, trois amis qui font du biz aussi. Est-ce que tu as vu l'intérêt, on va dire, enfin, comment dire, la différence, si tu veux, entre le format podcast et le format vidéo YouTube? Comment tu as trouvé j'arrive pas à poser Alors, ma ouais. question, mais euh, tu m'as compris. quels sont les intérêts que j'ai trouvés ou. Ouais, par rapport, la différence entre les 2 et en termes d'acquisition, est-ce que c'était cool quand même? C'est tout aussi puissant en fait. Je trouve que c'est vraiment. Après, ça dépend des qualités des échanges, des discussions avec des personnes avec qui tu Mmh. fais. C'est toujours ça parce que tu as des podcasts qui sont tenus par des personnes pas forcément intéressantes ou en tout cas qui ne t'intéressent pas toi. Donc ça dépend vraiment, je pense, de la personne. Mais oui, c'est trop puissant. Franchement, Billions, là, j'ai lancé aussi le podcast du Scale sur une autre chaîne OK. à côté. Étonnamment, j'ai des podcasts, donc par exemple avec Valère ou avec d'autres, peu importe, sur des podcasts de parfois 2 heures. La courbe de croissance des vues sur ma vidéo en l'espace de 6 heures est exactement la même, parfois même plus rapide que certains de mes value assets. Et OK. donc, ça me dit que, ok, sur une vidéo de 2 heures, c'est pas parce qu'elle fait 2 heures, par rapport à un value set qui en fait 10 minutes, tu vois, Mmh. que les gens vont plus ou moins regarder. Les gens Mmh. s'en foutent en fait. Et tu vois, c'est un peu pour ça que tout à l'heure, je te posais la question, par rapport aux abonnés. Parce que moi qui fais du contenu sur une chaîne YouTube, Ouais. à part où j'ai, ce type de format un peu value asset, également, je vois à quel point les gens ont plus de facilité à s'abonner sur un contenu sur ma chaîne YouTube que sur un podcast. Je trouve que l'acquisition en termes d'audience, sur le long terme, sur le podcast, en gros, arriver à avoir la confiance des gens, récupérer la confiance des gens et qui regardent 1, 2, 3 épisodes de ton Mm. podcast derrière, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Mais même si c'est extrêmement puissant, aussi, sans doute plus puissant à mon sens, d'ailleurs. Mais ouais, voilà, c'est plus dur, je trouve, de faire l'acquisition via un podcast. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté ou pas forcément? Pas forcément. Enfin, après, aussi, j'ai eu beaucoup de chance, hein, même sur ma chaîne YouTube où tout c'est parti. Pareil sur Billion, c'est parti assez vite. Podcast du Scale, dès la première vidéo, on a fait 5000 vues. Enfin, j'ai la chance que l'algorithme m'ait bien poussé là-dessus. Mais j'aurais pu mettre 15, 20 vidéos, 25 vidéos à partir plus vite. Alors après, c'est ce que j'appelle décoller, mais il y a des personnes qui vont regarder qui vont se foutre de ma gueule, tu vois. 5 minutes, c'est rien, Non, sur un podcast, 5 000 vues, c'est énorme, hein. tu vois. C'est vraiment, C'est top. c'est pas dégueu du tout. Donc, ouais, non, ça va, honnêtement. En fait, j'ai plus de stress, encore une fois, à délivrer. J'ai l'impression que sur YouTube, quand quelqu'un regarde ta vidéo et si tu donnes de la merde, en gros, que tu fais de la mauvaise qualité, la personne ne reviendra pas. Parce qu'elle a été déçue une fois. Donc, c'est pour ça que chaque contenu que je sors sur mes chaînes, je fais vraiment super gaffe à ce que ce soit le plus qualitatif possible pour que la personne reste Mmh. sur une bonne note, quoi. Tu vois. OK. Donc, ouais. Anto, est-ce que t'en as une petite? J'ai celle sur les vérandas, mais je vais la dire. Vas-y, vas-y. Alors, en fait, j'ai énormément de mal avec le closing. Bon, ça, pour les gens qui savent le podcast, voilà. Est-ce que tu trouves que le closing, ça fait pas un peu trop vendeur de véranda? Tu vois, le style du mec qui vient vendre un truc chez la vieille. Dans quel sens? C'est-à-dire que Je trouve que c'est un peu, enfin, c'est de la vente forcée, tu vois. Je comprends le mec qui veulent pas passer à l'action, mais moi, j'ai énormément de mal avec le fait En de fait, closer, tu vois. je comprends. Moi, j'avais ce truc-là aussi d'être mon tout premier appel de vente il y a 2 ans. J'étais tellement gêné dans l'appel qu'en fait, j'ai raccroché l'appel au bout de 10 secondes en disant non, désolé, en fait, je me suis trompé. La personne était vraiment venue en appel pour moi, tu vois. En fait, quand tu commences à te confronter à des personnes qui te disent je vais y réfléchir, je prendrai ma décision plus tard, que tu dis je vais prendre un appel avec toi dans 3 jours, on en reparle dans 3 jours, qui reviennent te voir dans 3 jours et tu sais que tu peux les aider, tu sais que tu vas les aider, mais parce qu'ils ont peur et que ils osent pas prendre la décision, en fait, ils repoussent, ils annulent. Des fois, ils annulent même l'appel où ils te disent non, en fait, c'est pas la bonne décision, etc. Ils reviennent te voir 1 mois après, 2 mois après en disant j'ai perdu du temps. En fait, quand tu es confronté à toutes ces situations en répétition, tu vois, j'ai pris peut-être 2500 appels la première année parce que je prenais beaucoup, beaucoup d'appels moi-même. En fait, ton cerveau, à la fin, tout closing, il devient naturel, quoi. Tu as envie de convaincre la personne de l'aider.
C'est comme si tu avais un super bon resto que tu recommandais à tes parents et que tu disais non mais attendez, je sais que vous avez des a priori sur les restaurants italiens, mais celui-là il va vraiment vraiment vous faire découvrir les pizzas de manière vous avez jamais vu ça, vous allez vraiment kiffer, etc. Je suis convaincu. Ah non non mais si je vous assure, pourquoi est-ce que vous avez peur de ça? Et en fait tu le fais naturellement, tu vois. Quelqu'un qui recommande un bon produit à quelqu'un qui l'aime, c'est naturellement un bon vendeur. Bah là c'est un peu l'idée. C'est oui, parfois il y a des techniques qui peuvent paraître un peu contourner les objections, creuser, etc. Moi, je suis pas un mec trop de l'émotionnel. Tu vois, il y a des personnes qui vont essayer de vendre en disant mais pourquoi dans ton enfance tu veux monter ton agence? Ils vont remonter très très loin. Je trouve que là, pour le coup, ça fait un peu bullshit. C'est pas ma manière de vendre, j'aime pas trop. Ça a pas trop de rapport, tu vois. Mais par contre, de vraiment lui poser la question, de lui mettre en face de ses vérités, de le responsabiliser vis-à-vis de ça, parce que tu sais que tu peux l'aider et que la personne juste elle ose pas sortir de sa zone de confort. Bah, c'est différent, tu vois. Le cerveau, naturellement, pas envie d'aller vers l'inconnu. C'est pour ça qu'on a peur de l'obscurité. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'obscurité, donc on n'y va pas. Bah, là, c'est exactement pareil. La personne ne voit pas, c'est un produit qui est en ligne, qui parfois peut être considéré comme élevé en termes de prix. Euh, donc la personne a des réticences vis-à-vis de ça, mais tu peux l'aider. Et donc, à partir du Ok. moment où faut vraiment passer outre. Tu vois. Et du coup, t'as pas toujours eu la fibre commerciale, entre guillemets? C'est pas un truc, tu vois, que tu avais de base ou si? Non, du tout. Alors, moi, après, j'ai fait de la magie pendant 3-4 ans dans une école de magie qui s'appelle le Lieu Magique à Nantes. Ok. C'était une des seules écoles de magie en France, donc c'était vraiment de la prestidigitation. Donc, ce qui fait que dès 11-12 ans, je me suis retrouvé dans des spectacles de rue, à présenter des tours de cartes, faire de magie, ok. même à des dîners privés et tout. Et donc, tout de suite, on m'a appris à parler en public, à être gêné en public quand ça marche pas, à essayer de garder l'attention des gens sur un truc. Et donc, j'ai eu quand même assez tôt ce truc de le bagou, on va dire. Mais c'est pas facile les premières fois que tu as des personnes d'appel, ça s'apprend quoi. Mon premier appel de vente par rapport à mon 2500e, c'est l'écart, il est astronomique. Quoi. Donc c'est comme tout, Au ça s'apprend. au final, c'est comme dans absolument n'importe quelle tâche et Mm. n'importe quel business, c'est, à force de faire une récurrence de trucs que, bah, au début, c'est dur et au bout d'un moment, c'est du feeling, tu vois? Nous, le premier podcast qu'on a enregistré, c'était dur. Je pense que Anto, tu dois encore t'en rappeler, Ouais, je me rappelle, je l'avais préparé toi avant. Ah ouais? Non, mais j'avais C'est préparé, genre, tu je m'étais t'étais préparé mon setup, je faisais plus rien, genre 1h30 avant, tu vois. Genre, alors que maintenant, Pauvre. je branche le micro 5 minutes avant de lancer la caméra. Ouais. ouais, c'est ça. Ah, c'est comme dans tout, c'est la répétition. Tu sais, c'est comme on disait, les joueurs de violon, les joueuses de violon, ils mettent 10 000 heures avant de connaître parfaitement, leur cerveau reconnaisse parfaitement les notes, parce que vous savez qu'il n'y a pas de marquage dans les comme une guitare, c'est vraiment la sensation. On dit que pour qu'un joueur de violon devienne un bon joueur de violon, pas excellent, mais un bon joueur de violon, il faut 10 000 heures. Et c'est ce que m'a toujours répété mon père dans tout ce que je fais, en fait. Magie, entrepreneuriat, ça paraît dur, mais il faut que tu fasses 10 000 heures, et au bout de 10 000 heures, c'est pas que tu deviendras bon, c'est que tu en auras fait assez pour pas devenir mauvais, quoi. Ouais. Ouais, 10 000 heures, tu 10 000 heures, c'est vraiment, énorme. ouais, 10 000 heures, t'es très bon dans beaucoup de choses. Ouais, mais en fait, Et encore une fois, moi, je fais le parallèle avec le jeu vidéo parce qu'on on a un compteur d'heures sur tous les jeux auxquels on joue. 10 000 heures, ça fait beaucoup. ouais. Mais ouais. Mais c'est ce qui est nécessaire pour maîtriser vraiment un sujet. Ouais, c'est clair. ouais. Moi, j'avais encore une question, très orientée, business, mais est-ce que tu trouves aujourd'hui que, le closing est vraiment obligatoire pour, toi, je suppose que c'est le cas en high ticket, tu es obligé d'avoir, du closing. Mm. Mm. C'est Tu, vraiment, tu, tu vends combien d'ailleurs, en fourchette à la limite, Mathis? Je Non, sais pas si. nous, notre produit à 5 000 € aujourd'hui. Ok. Il tend à augmenter. Et après, on a un produit pourcentage, mais c'est 5 000 € pour commencer avec nous. Euh, et oui, le closing, c'est pour des prix comme ça, effectivement, c'est nécessaire. et même pour du moins, on va dire, est-ce que tu penses que, en gros, à partir de combien tu penses que ça vaut le coup de mettre un closer sur, quelque chose? À partir de Heu, 2 500 €. Tu peux Combien? vendre à 2005. Ok. OK. Tu peux vendre à 2000 encore. Tu peux vendre à 2000 sans, mais ça devient chaud, tu vois. Là, tu vois, nous, on vend à 2 000 sans closer. Mm. Mais je pense que c'est parce que c'est pas la bonne chose à faire, hein. Mm. On aurait tout intérêt, enfin, c'est, sans doute un des objectifs, de 2025, c'est de mettre, du closing et tout ça. Aujourd'hui, je pense que notre closing se fait entre guillemets «en automatique» via les gens qui écoutent le podcast et qui ont confiance et qui achètent, et parce qu'après tu as la communauté et tout qui joue beaucoup, je pense, dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui doivent, hésiter longtemps et avec un closing, il se serait dit, «Ouais, bon, allez, vas-y, je fonce», Mm. et là, qui restent, qui attendent, quoi. Et le closing, en fait, c'est juste de mettre à disposition une personne compétente pour discuter. Ouais.
et avoir un vrai miroir de la situation. C'est lui refléter en fait sa situation, ses problématiques, ses douleurs et la solution qu'il peut apporter, d'avoir un interlocuteur à qui parler. Et je pense par contre que le closing, malheureusement, ça a été un peu, Mm. mal, et c'est peut-être, un peu compliqué, mais en fait, le closing quand tu fais les choses bien et exactement comme tu le dis, quand tu as un miroir, quand tu as quelqu'un qui est là et qui est pas juste là pour essayer de te mettre une douille et de te vendre le truc et après, hop, en fait, peut-être que le produit derrière et il était claqué. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment ce côté où j'ai un peu l'impression que tu as certains closers, c'est du vrai, vendeur de Du tapis, forcing, ouais. alors que ouais, c'est ça, c'est du forcing avec les relances, avec les trucs, ouais, non, mais on peut toujours trouver une solution et tout. Alors que je trouve que si tu fais les choses carrées en closing, bah, c'est juste comme, tu vois, si je peux faire le parallèle, c'est soit tu vas dans une boutique et tu as quelqu'un qui est fier de son produit, qui te présente son produit, qui est content du truc et après tu as le mec, tu sais, un peu au porte-à-porte qui va te vendre son matelas de merde, tu vois? Bah, Le moi, c'est vendeur un de peu véranda. Ouais, vendeur de véranda, ouais, voilà. pour moi, il faut pas hésiter à être pushy, parce que quand il faut savoir être pushy, il faut savoir dans ce qu'on appelle la zone rouge, tu sais, dans la fin du closing où la personne un peu gênée veut partir, etc., à lui remettre les objections en face. Mais pour moi, le syndrome qu'on a en France de justement cette image du vendeur qui pousse, qui force, c'est parce que les vendeurs sont mauvais. En fait, les gens associent le fait de forcer, c'est comme avec, tu sais, avec les meufs, tu essaies de forcer, 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 ça va pas marcher. Alors, enfin, les gens, en fait, associent le fait de forcer à ça va vendre plus, ça va closer plus, alors que si juste, les meilleurs vendeurs, ils mettent juste en phase de l'objection, ils laissent parler la personne, ils posent juste des questions, ils font la pression externe, enfin, justement interne, pardon, pas externe, ça marche beaucoup mieux. De lui dire, ok, moi je dis toujours en appel de vente, j'ai jamais dit qu'il y avait des places limitées, j'ai jamais dit qu'on allait augmenter notre prix d'ici 48 heures et qu'il fallait que tu prennes ta décision. J'ai toujours dit, ok, pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant pour toi de commencer maintenant plutôt que dans 2 mois, en mars? Mmh. Dis-moi, ça fait, tu m'as dit au début de l'appel que ça faisait 1 an que tu étais dans la même situation, que tu n'arrivais pas à résoudre ta problématique. Que là, dans 2 mois, tu vas avoir perdu 2 mois par rapport à ta concurrence, par rapport à tout ça. Tu peux revenir dans 2 mois, tu seras le bienvenu en appel. On reprendra le même appel, je te reposerai des questions, et on s'assurera que tu es la bonne personne pour notre produit. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de commencer à être avec nous aujourd'hui. Sauf peut-être la peur de commencer. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu as pris un appel avec moi, que tu n'as pas passé par un lien Stripe sur mon site. C'est parce que bah, tu as des inconnus, que tu veux avoir des réponses à tes questions. Et dans ces cas-là, on prend le temps. Mais il n'y a pas de raison, c'est un écran de fumée, il n'y a pas de raison tangible qui t'empêche de commencer à travailler avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que la meilleure vente, c'est de poser des questions, de laisser la personne parler et qu'elle se rende compte d'elle-même que oui, il n'y a rien qui l'empêche de commencer. Et comment est-ce que parce que je sais qu'il y a une objection, qui revient énormément sur des appels de closing, c'est, «Faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon mari». Comment est-ce que tu fais face, par exemple, à cette objection? Alors celle-là, c'est une des plus dures. Il y a 2 choses. Si c'est un associé, il faut que j'en parle à mon associé, ça doit être quelque chose qui doit être anticipé. C'est pas quelque chose qui peut être répondu, c'est au début de l'appel, il faut parler à toutes les personnes décisionnaires. Parce qu'en fait, tu es bloqué. Cette personne dit à son associé: «Bah oui, actionnaire, OK». Si c'est quelqu'un qui doit en parler à sa femme particulièrement, il y a plusieurs manières de contourner ça, même si elles sont pas, c'est pas les plus faciles. La première, ce serait de dire: «OK, je comprends parfaitement. Si aujourd'hui ta femme était avec nous dans cet appel, qu'est-ce qui ferait, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait la rassurer? Qu'est-ce qui ferait que, elle te dise: "Go, on y va"?» Qu'est-ce qui pourrait tout simplement, la rassurer et te permettre de commencer avec nous? Donc de la ramener virtuellement avec nous pour que, en fait, ils comprennent qu'il y a rien qui la bloque potentiellement. Ça, c'est une première possibilité pour essayer de ramener la personne, virtuellement avec nous en appel. La seconde chose, c'est de dire: «Tu m'as dit aujourd'hui que, bah, tes problématiques duraient depuis 1 an, X mois», ça c'est un travail de préparation de diagnostic. Est-ce que ta femme est au courant de ces problématiques? Ouais, bien sûr. On est d'accord qu'elle veut le meilleur pour toi? Oui, bien sûr. Elle connaît pas notre solution, elle n'est pas venue avec nous en appel. Donc qu'est-ce qu'elle dirait si aujourd'hui elle savait qu'il y avait une solution qui pouvait t'empêcher de continuer à souffrir de cette problématique-là, de persister dans ces problèmes-là? Est-ce que tu penses qu'elle serait plutôt pour ou plutôt contre? Et si c'est le cas, si c'était plutôt contre, là, il y a peut-être un petit problème. Il faudrait peut-être aussi te poser des questions sur ça, tu vois? Avec tout le respect que j'ai évidemment pour mais donc c'est aussi tu vois, de comprendre que qu'est-ce qui potentiellement, pourrait t'empêcher? C'est ça. Et du coup, faire en sorte, par exemple, au début de l'appel, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, hein, pour être franc. Moi, j'ai jamais fait d'appel de closing, donc c'est vraiment des Ouais. questions, de débutants que je te pose, mais Non, non, mais de dire à la personne, est-ce que est-ce que tu es capable de prendre une décision à la fin de l'appel, ou est-ce que pas ça, trop c'est un cette truc. question-là, ça fait un Ouais, peu, tu sais, est-ce que tu vas prendre une décision, ouais, OK, tu vois? Moi, je trouve que c'est un peu, mettre la personne sur une défensive, tu vois? Toujours laisser la ouais, personne tranquille, voilà. OK. C'est de dire: «OK, super, et sinon toi, tu avais un associé? Est-ce que tu es tout seul? OK, super. Est-ce que tu ou alors tu poses la question de manière plus fine, tes collaborateurs ou tes prestataires, tu vois? Mmh, Pour comprendre si, tu vois, tes associés, tes collaborateurs. Donc voilà, c'est essayer de comprendre s'il y a d'autres personnes dans l'équation que ça. OK.
Tu vois, les trucs que tu dis, Arthur, moi, c'est ça qui me met mal à l'aise dans le Ouais, non, mais closing. je comprends, ouais. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision? Tu sais, t'as Bah, ça. un autre Ouais, exemple, tu as le blanc après l'annonce du prix. ouais, ça, Heu, je pense que j'ai une boule Moi, au je ventre je si je trouve vois que ça. ça sert un peu à rien, le blanc après l'annonce du prix. Si la personne a besoin de réfléchir, il faut la laisser réfléchir. Faut parfois, là où parfois il faut savoir fermer sa gueule, c'est la personne te dit oui. Faut pas essayer d'en rajouter, d'en ouais, surparler, juste faut t'avances. lui envoyer le lien Stripe, quoi. C'est ça, voilà. Mais non, tu as une alternative à la prise de décision, c'est de dire, bon, bah, écoute, tu l'as aidé d'abord gratuitement, tu l'as vraiment aidé, tu l'as fait une roadmap, tu as répondu à ses questions, et cetera. Écoute, j'ai vu que tu correspondais parfaitement au type de personne que vous pouvez aider, donc je peux te présenter notre solution. Juste avant ça, il y a 3 possibilités qui sont logiques, en fait, après l'avoir présenté la solution. Première, tu nous dis: «Let's go, on commence. Dans ces cas-là, c'est parti, meilleur des mondes, je sais qu'on peut t'aider». La deuxième, se dire: «Non, on commence pas» pour des raisons physiques que il n'y a pas de souci, tu as le droit de refuser, je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Et la troisième, et c'est celle qu'il faut absolument qu'on évite, pour éviter de perdre du temps pour toi, comme pour moi, et parce que je sais que après avoir pris 2000 appels, ça n'aboutit jamais à rien, c'est la situation de l'entre-deux. C'est la situation du flou. Tu as le droit de me dire non, je t'encourage à dire oui, parce que je sais qu'on peut t'aider, mais s'il faut vraiment éviter je ne sais pas, on verra, je vais réfléchir, parce que tout ça, c'est quelque chose qui te met dans un entre-deux, et qui, de toute façon, aboutira sur un non, mais qui parfois est mal réfléchi, et que tu risques de regretter. Donc, est-ce que tu es OK avec ça? Ou alors est-ce que tu es complètement opposé à ça? Le fait de parfois poser la question sous la forme de négation, ça te permet d'obtenir un oui plus facilement pour avancer sur une chose qui est une banalité en fait, et de t'en servir après pour la partie closing. Et à quel point tu qualifies justement tes appels de closing avant? Est-ce que tu es très sélectif sur les gens que tu vas prendre en closing ou alors est-ce que tu es assez broad et puis tu vois après? On a des systèmes de qualification assez particuliers sur iClosed. Alors après, parfois tu peux jamais savoir, Ouais, tu vois? Donc c'est pour ça on essaie d'être broad et à la fois, OK. de laisser la porte, voilà. Et est-ce que tu penses que c'est cohérent? Et là je te pose la question, par exemple, je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire cette année, avec les Wizards, pour mieux vendre notre formation. C'est à la fois de nous mettre à avoir du closing sur notre grosse formation, mais à la fois peut-être de mettre en place un low ticket funnel qui va être là plus pour éduquer une partie de notre audience qui est pas prête justement et pas encore qualifiée pour payer un accompagnement plus cher sur une grosse formation, sur un point très spécifique et pour leur mettre un petit peu le pied dans le plat, essayer, le pied dans la porte, essayer aussi de les éduquer et de leur faire gagner leur premier revenu en ligne, par exemple. Et une fois que ça c'est fait, les amener sur le gros programme. Est-ce que c'est un truc qui te paraît cohérent Le low ou ticket funnel, je trouve ça super dur, sauf dans quelques cas précis où tu dois toucher une plus grosse part de marché, comme un Ravia Bouvala par exemple aux États-Unis. Mais avant ça, je suis vraiment pas fan. C'est super dur. Iman en parle dans son programme là, High Ticket qui vend 18 000, justement, dire que le low ticket c'est le game le plus difficile. Quitte à faire un low ticket funnel, autant donner gratuitement et laisser le contenu Mmh. qualifié, préqualifié, faire le filtre de lui-même. Mmh, Parce qu'en fait, vous allez pas le faire forcément pour les revenus, ça va peut-être ajouter 5-10 K par mois, mais vous en foutez, enfin, vous êtes pas là pour ça. L'idée, ce serait de qualifier les personnes, les engager, mais autant les engager avec un contenu gratuit de qualité qui filtre, hem, ou avec un groupe school gratuit, tu vois? Je suis vraiment pas convaincu que de faire passer la carte à quelqu'un, ça va, augmenter la conversion derrière. Si c'est sur un funnel d'ads avec un système de lead magnet pour être break-even et pour pouvoir il y a une logique peut-être de logistique, de trésorerie et cetera, why not? Mais sinon, je suis vraiment pas fan, c'est pas ce que je vous recommanderais immédiatement. OK. Ça va apporter plus de de complexité et pour rien. Ouais, OK. Mmh. Ouais, de toute façon, nous, on en reparlera après, Ah oui, bien sûr, entre Wizards, mais non, non, mais tu vois, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Mmh. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein de façons de faire, bien sûr. que tout En fait, fonctionne et qu'après ça fit aussi avec toi, tes ressentis, ce que tu es prêt à faire, ce que tu es prêt à ne pas faire, la complexité que tu veux mettre dans tes trucs. Est-ce que justement, tu veux plein de tools, plein de trucs ou est-ce que tu es plus, dans la facilité, mais pas avec le terme péjoratif, hein, Ah bien sûr, bien sûr. tu es dans la facilité, bah, parce que Ou même tu veux. simplicité, Ouais, tu vois? Tout ce qui est simple n'est pas facile. En général, ce qui est simple ouais, d'ailleurs est très voilà, ouais, difficile. ouais. Mmh. OK, bah, très très intéressant. Et autre question, on parlait tout à l'heure du book funnel, d'Hormozy qui lui rapporte 1 000 000 par mois. Est-ce que toi, c'est une question que tu t'es déjà posée? Tu t'es dit: «Ça pourrait être intéressant que je mette en place», alors book funnel pour tous ceux Moi, qui je connais poseront pas la ça. question, c'est le fait de sortir un livre, pour derrière Ah, vendre un book, programme d'accord, le livre. d'accompagnement. OK, je Et pensais si genre tu veux, un c'est cadeau. le funnel, c'est le livre et c'est sans doute OK, l'un des d'accord. meilleurs funnels qui existent, enfin, c'est très convaincant. Parce que si le livre est bon et que Bah si tu ouais. veux, en termes de distribution de valeur, tu peux difficilement faire mieux qu'un livre
parce que tu peux être très complet, puis tout le monde n'a pas le courage de le lire, donc tu peux peut-être aller encore plus loin que sur du contenu. Enfin bref. Et du coup, c'est très vendeur. C'est un Je, truc je- qui te. je trouve que c'est une excellente idée, mais écrire un livre à 20 ans, c'est chaud, tu vois. J'ai vraiment l'impression de. Enfin, je m'en retournerai d'ici 5 ans à 25 ans en disant, mais qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir la maturité nécessaire pour écrire un livre. Je trouve qu'un livre, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a des personnes qui ont d'autres points de vue sur les livres en disant que tu peux en écrire autant que tu veux et que de toute Mmh. façon, Comme une vidéo YouTube. Tu te retournes c'est ça. sur ta première vidéo YouTube, tu dis, oh, elle est un peu C'est ça. claquée, mais bon, j'ai fait du chemin, quoi. Exactement. Et que pour écrire des bons livres, il faut en écrire des mauvais. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc un peu sacré, tu vois. C'est quelque chose, c'est une empreinte que tu laisses qui est vraiment intemporelle parce que autant on regardera pas forcément des vidéos YouTube dans 300 ans, autant les bouquins pourront être lus dans 300 ans et les seules traces écrites et vraiment de l'histoire qu'on a d'il y a 2000 ans, des traces antiques, c'est des bouquins, tu vois, ou des manuscrits. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de à pas apprendre à la légère, si tu veux, pour écrire ça. Donc j'ai pas du tout je suis un peu effrayé à écrire l'idée d'écrire un livre. Je trouve que je suis pas encore assez mature ou les idées vont pas assez loin, quoi. Tu vois. J'ai, vous avez, une question, Vas-y, Anto? Franck, vas-y. Moi, j'ai une dernière question, très orientée, business. C'est comme je sais que tu es très bon en process et d'ailleurs, en discutant, dans le podcast avec Valère, j'ai remarqué que Valère avait l'air d'être également très bon en process. Ouais. Ça a l'air de faire partie de vos grosses cartes que vous avez. Comment tu fais tes process? Quel est ton un peu chemin de pensée quand tu crées un process? Et est-ce que tes process sont, par exemple, que des tutos vidéo que tu fais sur Loom, qu'ensuite tu enregistres dans un Notion ou un truc comme ça et après tes équipes, hop, ils te posent une question, hop, tu as la vidéo, tu as le Loom qui est là, tu vois? Est-ce Ouais. que c'est comme ça que tu fonctionnes ou est-ce que tu as une autre façon de faire? Bah, ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Moi, très jeune, j'ai eu besoin de tout processiser, de tout cartographier, de mettre à plat à l'écrit. C'est que j'ai vraiment ce besoin, tu vois? C'est paraît très bête, mais quand j'étais plus jeune, j'avais donc mes jouets. Je demandais à ma grand-mère d'imprimer des photos de mes jouets dans un classeur pour faire un inventaire de tous les jouets que j'avais dans ma chambre, tu vois? Avec la liste exactement, en disant: «Tiens, qu'est-ce que je prends?» Enfin, tu vois? Mais j'avais ce besoin de Petit pattern, là. Là, le ouais. pattern, il est bien, bien Non, mais posé. tu vois, de visualiser exactement, de matérialiser exactement Mmh. et d'enregistrer absolument tout ça, d'avoir une vision claire là-dessus. Et donc, oui, ça me paraît en fait assez logique de juste tout mettre sur un Notion ou sur un Google Doc, d'expliquer comme si c'était un gamin de 6-7 ans pour avoir tout qui est dans un Airtable, dans un Notion. Et mon business, il est processisé, tu vois. Alors après, j'ai plein de process encore à faire, je manque de temps, je manque de discipline sur plein de trucs. Mais dès que je peux faire un process qui me fait avancer, je le fais. OK. Ah, c'est intéressant. Je pense, il y a trop de personnes qui même moi, hein, je sais que je devrais le faire et tu sais, c'est juste, je sais qu'il faut que je le fasse, Mais tu fais pas. je le fais pas Ça fait un an que je veux faire et des ça ads. C'est pareil, tu vois. ouais. Et je pense que c'est aussi particulièrement puissant, quand tu commences à avoir des équipes. Parce que je sais pas comment tu vois les choses, mais typiquement, demain, pour une raison X ou Y, il y a quelqu'un d'important qui se barre. Si tout ce qu'il fait est entièrement processé, tu peux très vite, retransmettre le process à quelqu'un qui arrive et ça repart, quoi. Moi, c'est dans les Heu, contrats avec mes assistantes. C'est-à-dire que, enfin, je dis mes assistantes, j'ai une assistante, mais j'ai changé récemment et j'avais dit donc à Isaïne, mon ancienne assistante, dans le contrat, si tu te barres, tu as le droit de te barrer quand tu veux, juste un préavis, bah, pour finir le mois ou 2 semaines. mmh, Tu dois transmettre tous les process à la prochaine qui arrive pour éviter que ce soit moi qui ai à tout leur expliquer. Et donc ça s'est fait en fait naturellement avec la nouvelle, ce qui en fait a permis, sans que j'ai rien à faire, de transférer tout ce qu'on avait, tout ce qu'elle avait Mmh. mis en place de manière naturelle sur les derniers mois au sein de la nouvelle. Voilà. OK. moi, je voulais te poser une petite question, pour finir, je pense, hein, après on va passer, sur, le point d'après, les gars, il me semble. Ouais. Mais, c'est, là, on a je tu plein de choses à faire pour continuer de scaler, toi, comme on le dit depuis le départ, hein, tu même pas encore implémenté la publicité, donc là, il y a de fortes chances que ton business, prenne une autre dimension, dans les mois qui arrivent. En tout cas, on l'espère pour toi. Hem, Est-ce que tu penses qu'arrivé à un certain stade, quand tu construis justement une audience, comme c'est ton cas, même si elle est très nichée, très spécifique et cetera, ou que tu as beaucoup de gens que tu suis en accompagnement, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de mettre en place, par exemple, un SaaS, qui va répondre à un besoin, très spécifique de ton audience? Est-ce que ça serait se disperser finalement par rapport à ce que tu fais?
ou alors ça peut être justement un moyen d'aller encore plus loin dans le scaling en montant Je pense une que marque à part. je pense que c'est un défocus. J'ai l'impression que le SaaS, c'est vraiment, ça coûte cher. C'est la ligue des champions de l'entrepreneuriat. Je me vois pas scaler un accompagnement à 500K par mois et monter un SaaS. Enfin, monter un SaaS, c'est un projet d'une vie, tu vois, où c'est très très gros ou très compliqué à faire. C'est vraiment un truc qui fait bien. Puis je suis pas dans la catégorie de personnes qui est plus avantagée pour créer un SaaS. Oui, j'ai une petite visibilité. À la limite, un SaaS à étiquette, avec un truc à 2000 euros par mois, comme un truc comme Salesforce, etc. Mais pareil, du coup, il faudra un produit qui est exceptionnel. Il faut s'associer avec des devs si tu veux pas lâcher 500K en dev et dire qu'il faut recommencer, en fait. Hmm. J'ai trop entendu des histoires comme ça. Donc, pour moi, c'est un défocus. J'ai pas encore, je pense, le niveau pour y arriver. Et donc, voilà. Ok. C'est mon point de vue là-dessus. Non, toi, t'avais question Non, moi Elise j'ai terminé. Ok. Alors moi, je voulais un peu là pour discuter un peu plus, on va dire, inspi ou comment t'en es arrivé là. Ouais, Est-ce que tu étais bon à l'école? du tout. Alors, primaire, enfin, si vraiment pour faire très rapide, mais j'étais dans une école maternelle où on nous a fait apprendre à lire à la moyenne section. Fin de première section, au début voilà, Et donc, ce qui fait que je suis arrivé au primaire et il y avait un petit conflit, parce que c'était une même école qui était séparée en deux parties, où on savait déjà lire, là où alors c'était l'objectif du CP, du CE1, du CE2. Donc, on s'est un peu fait chier pendant les 3 premières années avec le petit groupe de 8 personnes qui nous a appris à lire. Donc, ces années-là, ça déroulait. Ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment à prendre l'habitude de bosser, de faire des devoirs, même étant très jeune. Je suis arrivé du coup au collège et alors j'ai sauté la 6e quand même parce que bah, je m'ennuyais un peu, etc. Et donc j'avais besoin vraiment de. Au final, ça changeait rien. La 5e, c'était pareil. Donc juste avancé, j'ai pas bossé. Donc j'étais très mauvais à l'école, collège, lycée. J'ai pas eu mon bac. Je me suis barré à 16 ans et demi, 17 ans. Donc voilà. Et donc non, j'étais pas du tout. Tu vois, la dernière note que j'ai eu en maths, c'était 1 sur 40. Zéro. C'est pas Stylé. beaucoup. Voilà. Non, c'est difficile de faire. Je crois qu'elle m'a mis 1 pour mon prénom, je crois. Donc Ah, c'est sympa. merci Dia. Donc non, j'étais pas bon du tout à l'école. Ah, t'as pas ton bac du coup? Non, j'ai pas mon bac. Alors, La seule, le tes seul de mon parents, lycée ils ont qui est dit pas en quoi? Bonne question. Bah, mon grand-père n'a pas son bac non plus. Donc voilà. Non, j'ai des parents qui sont géniaux, qui sont très ouverts, ça ne sont pas du tout stressés. Et après, parce qu'ils voyaient aussi ce que je voulais faire et que j'étais déterminé de faire un truc. Ouais, tu faisais déjà du business d'un côté. Parce que tu dis, Ouais, t'as quitté vers 16-17 ans, mais tu c'est disais que ça, tu as commencé à 16 ans. Donc c'est que tu c'est étais ça. déjà. Au Ouais, j'étais final, déjà, je regardais ça te faisait perdre du temps d'aller à l'école, quoi. C'était du, Ouais. c'était du temps de travail en moins. Bah, en fait, je séchais quasiment tous les cours, j'allais quasiment plus en cours, etc. La dernière année, les terminales, c'était un peu. Voilà. Mm. Mais non, du coup, ils ont été très cool, étonnamment. Après, Ok. j'allais pas faire de la merde dehors, tu vois. J'allais pas voler des voitures ou fumer du crack. Ouais, Je pense que là, ils auraient été un peu plus inquiétés. Tu vois. ouais, c'est sûr. Mm. Ok. Et comment, moi j'ai envie de comprendre vraiment, que tu crois 16 ans, tu as commencé, Mathis, à Ouais. commencer à vraiment t'intéresser au business. C'était avant 16 ans Non, ou non, c'est 16 ans. 16 ans, c'était vraiment le déclic où tu es Ouais. tombé sur du contenu, notamment de Yomi. Tugan et tu t'es dit, Ouais. «Ah OK, ça c'est sympa, je veux faire ça». Ouais, je suis tombé sur Il y le a contenu Yomi, en fait, à la base. Hein. de J'ai Yomi, c'est OK, un blog à Londres. ouais, Et ouais, ça m'a tiens, je me suis dit: «Bah, tiens, je veux faire ça», en fait. OK. Et j'ai essayé le dropshipping, j'ai acheté cette formation, ça m'a pas convenu, parce que c'était pas un truc qui me convenait, j'y trouvais pas d'intérêt, tu vois? Enfin, en tout cas, ça convenait pas avec mon sens d'esprit et je suis tombé sur une formation de Tugan. C'est Ouais, vieilles ads, dégueulasses, mais vraiment push et tout. J'ai adoré. J'ai acheté RX et je suis tombé dedans et je trouve ça génial et voilà. OK, top. C'est rigolo parce que nous, Tugan, on avait rencontré, nous on s'est expatriés à Malte entre 2014 et 2018. Ouais, Ouais, c'est par ça. là. Ouais, c'est ça, je crois. Et on a rencontré Tugan à ce moment-là. Je crois qu'il venait d'arriver à Malte et il avait pas encore commencé à il se demandait, justement, s'il allait, se Génial. lancer dans la formation ou pas. J'ai fait son bootcamp à 17 ans, en fait. OK. Il avait un bootcamp près de Lyon où il y avait que des personnes de, tu vois, 30-40 ans qui faisaient du copywriting. C'était en plein hiver pendant 3 mois où ils faisaient juste du copywriting toute la journée et j'étais le mec de 17 ans qui débarquait et puis il m'a accepté alors que j'étais pas majeur et donc voilà. Excellent. Ouais, c'est ouf. Hop. Et est-ce que typiquement là, aujourd'hui, tu es expat, hein? Ouais, ouais, bien sûr, Je me plante 3 ans, pas. quasiment. À la base, tu étais en France? Ouais. Ouais. Est-ce que typiquement, quand tu as 16 ans et que tu te mets à t'intéresser à tous ces sujets-là, pour ton cercle, d'amis, par exemple, tu es un ovni ou ils sont pareils que toi?
Ouais, la majorité de mes amis, je les ai perdus, avec ça. J'ai 2 Ouais, potes très proches, qui sont restés dans ce secteur-là, qui ont lancé leur business aussi, donc ça, c'était cool pour moi. ouais. Mais ça m'a pas enfin si, j'ai perdu des amis, ça me fait chier de les perdre, mais bon après, ça m'a pas plus impacté que ça, quoi. J'étais vraiment très dans mon truc. OK. Ouais. J'avais une question similaire justement parce que, surtout que toi, c'est très jeune, je trouve, enfin, tu vois, à 16 ans et tout, tu as ta bande de potes en Mmh. général et là, tu as vraiment ces chemins qui se séparent et surtout, je pense, à 16 ans, des gens qui ont un tout petit peu de vision business, ça doit être Alors inexistant. c'est pas vraiment enfin à 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser, mais je traîne encore avec mes potes, j'ai Ouais, eu mais je veux super dire, amis à ce moment-là, c'était enfin tu vois? ouais, mais du coup, je pense que déjà à ce moment-là, tu as quand même ce truc où tes sujets, d'intérêt ne sont plus forcément les mêmes et je Ouais, pense que c'est ce qui fait que petit à petit, bah et c'est normal, tu te sépares, tu vois? Enfin, moi, je vois mes potes, de l'école et tout sont j'en ai quasiment plus, quoi et il y a un moment où tu passes un peu déjà quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu passes un peu dans une autre sphère, ce qui est pas un négatif, c'est pas genre, les entrepreneurs sont plus intelligents et tout, c'est juste que tes points d'intérêt ne sont plus du tout bien les sûr. mêmes. Les gens que tu côtoies sont plus les mêmes. Quand tu es entrepreneur, tu as envie d'avoir un business qui réussit. Donc, tu discutes de business. Nous, on le voit, on est complètement matrixé par le business. Dès qu'on fait des soirées, même quand il y a nos copines, par exemple, franchement, je pense qu'on n'arrive pas à tenir 1 heure à parler de trucs normaux. Au bout d'un moment, c'est hop, ça se ressent de business et Mmh. et les filles parlent entre elles et les mecs parlent entre eux, quoi. C'est C'est ça, vraiment hein. un truc, ouais, c'est les référentiels sont pas les mêmes, je me suis repris plusieurs fois, j'ai revu des amis, j'avais vu il y a 2 ans une amie, où justement je la revoyais depuis le lycée en fait et je me suis rendu sans m'en rendre compte, c'est elle qui m'a dit: «Mais tu drivé par le business, limite parler tout le temps Ouais. d'argent et tout, mais parce que tu vas à Dubaï sur les sujets de discussion, au restaurant, c'est que ça en fait, c'est naturel, mais on se rend pas compte. Enfin, c'est agréable, tu vois, de parler de ça. Mais c'est vrai que quand Heu, tu reviens dans une catégorie, c'est alors c'est bien que tu en parles parce que justement ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Justement, comme que je te l'ai dit, on a été, expatriés, et moi c'est un truc à la fois j'ai trouvé ça très cool, mais à la fin des 4 ans, si tu veux, j'ai trouvé ça un petit peu usant, ce côté, où dès que tu sors, tu baignes dans un écosystème où les gens, sont concernés par le business, ça ne parle que de ça, voire même pour aller plus loin, il y a, un côté très requin, mais là je pense que c'est plus lié à nos domaines, d'expertise, à nos problématiques, à nos business qui, étaient très tournés autour de l'affiliation compétitive à l'époque. Donc ça va gratter les mots-clés, ça va faire picoler les gens pour avoir des infos, enfin c'est un peu bizarre. Mais si tu veux, il y a ce truc qui moi sur le long terme m'a plus usé qu'autre chose et finalement la grande majorité des gens que j'ai rencontrés au cours de mon expatriation, au-delà de mes associés dont Franck fait partie, et de deux trois personnes avec qui j'ai gardé un très bon contact et tout, bah, c'est pas vraiment des amitiés qui ont duré sur le long terme et je retrouve plus aujourd'hui, pour le coup en France, c'est l'un des points positifs, il y en a pas énormément, mais c'est l'un des points positifs, ce côté où, j'ai une vie sociale, à peu près normale, où justement je ne parle pas uniquement de ça, même si encore une fois, beaucoup de mes potes, sont très concernés par le sujet et ça revient beaucoup sur la table et ça me plaît, mine de rien. Mais il y a pas non plus que ça et je peux avoir un peu autre chose. Est-ce que toi tu ressens un peu ce côté, où des fois tu as envie de parler d'autre chose, mais c'est compliqué ou alors tu es pas du tout concerné par cette des fois, problématique-là? ça t'use et tu as un trop plein comme tout le monde, je pense. Après, j'ai 20 ans, donc j'ai pas encore des étapes de vie où je me dis que Ouais, c'est encore la période où je grind et tu vois, même d'ici 3 ans, peut-être que ça va me saouler, j'aurai 23 ans mmh, et voilà, ça m'aura saoulé. Mais après, c'est aussi, je pense, l'entourage, de trouver les bonnes personnes. Je fais vraiment attention à qui je fréquente et j'ai des personnes qui sont sur Dubaï qui sont super, mmh. et avec qui justement je peux parler d'autres choses que ça, plus spirituelles ou même de manière normale, plus, tu vois, autre chose Ah, que le trop bien. business. Donc je pense aussi, est-ce que tu arrives à trouver les bonnes personnes? Même si des fois tu veux, c'est pas facile de les trouver parce qu'elles sont rares. Ouais, Et après, je reviens de temps en temps en France, tu vois, je suis revenu un mois pour les fêtes, je reviens 2 mois en été et je reviens à ouais. janvier, donc voilà. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, moi, il y a une autre problématique, ça c'est plus pour l'anecdote, mais c'était au niveau des relations amoureuses où je trouvais que c'était plus compliqué. Là, c'est plus et je pense qu'à Dubaï, il y a peut-être ce truc-là aussi où quand tu es expat, moi, c'était plus le côté où c'était difficile, je trouve. Déjà, il y a la barrière de la langue de un Mmh. et de 2, vu que tu es dans une espèce d'écosystème très tourné Mmh. business, ça se sait que tu as potentiellement plus de sous que une personne, «moyenne» entre guillemets et donc il y a ce truc où tu te dis: «Est-ce que, cette fille est là pour mes sous?» Ouais, quoi et ça devient une espèce de parano ambiante
que moi, tu vois, pareil, les choses ont été simplifiées quand je suis rentré, où il y avait plus tout ça, en fait. Et ça, autre point positif pour le coup. Mais je me suis toujours dit, tu vois, je me suis toujours mis à la place d'un expat à Dubaï qui euh, recherche quelqu'un ou je sais pas Mm. quoi, et je me dis putain, ça doit être sacrément galère. Ouais. Enfin bref, Bah, voilà. Dubaï, de toute façon, c'est soit tu as des escortes, soit Bah, c'est un peu ça, ouais. voilà, si tu veux trouver une fille à Dubaï, il faut soit trouver une fille entrepreneuse, qui du Mm. coup, en fait, par ses propres moyens, voilà, soit une héritière qui est déjà désensibilisée à l'argent et qui est pas là avec toi pour l'argent. C'est ce que dit Iman. Iman, il en parlait sur un podcast, il en a fait peu, mais il en parlait, il disait, en fait, moi, je traîne quasiment qu'avec des filles d'héritières de milliardaires, parce que du coup, moi, quand je loue mon yacht à 100 000 euros, 100 000 dollars la semaine, je parais pour un petit joueur, parce qu'en fait, son père, il own the yacht, tu vois. Il possède le yacht à plusieurs Ouais. centaines de millions. Donc moi, je parais ridicule à côté. Mais voilà, du coup, elles sont désensibilisées à propos de ça. Mm. Donc après, oui, effectivement, c'est pas les mêmes mentalités. Puis après, c'est des stades de vie différents, tu vois. Moi, je me vois pas du tout me marier avant 10 ans. Donc Oui, c'est clair, t'as le temps. voilà, T'as le temps. c'est les questions qui... Pour en revenir sur tes inspirations, tu en as parlé plusieurs fois dans le podcast. Volontairement, on n'a pas. Enfin, moi, je sais que j'ai pas trop creusé parce que je voulais le faire maintenant. Tu es un fan, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu es quelqu'un t'aimes bien Hormozy. Voilà, Ouais, on va le dire. ouais, bien sûr, bah, 100%. T'aimes beaucoup Hormozy et t'as même été, je crois, pareil, l'une des plus jeunes personnes à accéder à son séminaire C'est ou ça. Alors son je dis une workshop, c'était il y bêtise. a un an Son quasiment, jour workshop. pour jour d'ailleurs, quasiment. C'était son tout premier workshop et donc j'ai réussi à avoir une place et j'étais la personne la plus jeune et le seul français là-bas. Maintenant, il y a plein de personnes qui sont passées après au workshop, etc. Mais c'est vrai que j'ai été et c'était assez incroyable. Donc la première fois aux US, j'étais À Las Vegas, c'est à ça? Las Vegas, ouais, Ouais. Las Vegas. Et ouais, 100%. Ok. Et ça t'a fait passer un step dans ton Ouais, biz quand t'es rentré? ouais, Ouais. honnêtement, ouais, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein d'autres choses, ils mettent en perspective des choses de manière vraiment très différente avec la théorie des contraintes. Ça m'a... En fait, ils arrivent à simplifier des choses compliquées et c'est tout ce que je demande, hein, parce que tout est déjà assez compliqué comme ça, donc il n'y a pas besoin de rendre plus complexe tout ça. Et ouais, complètement. Ça se passe comment un workshop? Juste pour, savoir, ça dure combien de temps et c'est quoi? C'est plus des conférences ou vraiment tu Ça as a peut-être, des ateliers et tout? ça a peut-être dû évoluer. Là, c'était 2 jours complets où en fait, tu as effectivement des conférences, des ateliers roundtable, donc où tu es dans une salle de 10 personnes avec un membre de la team qui va passer à chaque fois. On a eu son head of content, celui qui fait exploser Gary Vee, celui qui s'occupe de faire sa partie content, son head of sales. On va leur poser des questions techniques spécifiques. Et après, oui, ils vont faire des conférences, des FAQ. Ouais. OK. Ouais. Et tu as un vrai contact, par exemple, avec Hormozy Non, c'est ou il difficile. reste quand même ouais, il est dur à accéder? Ouais, il est quand même dur à accéder. Je lui avais parlé une fois, parce que j'avais dit bonjour, parce que je savais qu'il parlait quelques mots français. Et donc, il était venu me voir vraiment 2 secondes. Voilà. Ouais. Mais c'est très compliqué, en fait. Il monte sur scène, il ressort, il monte sur scène, il ressort. Tu peux lui poser des questions en FAQ, mais t'as pas de contact direct avec lui, sauf pour une photo. Et voilà, quoi. Mais Et super cool. tu Quoi. penses pourquoi? C'est parce qu'il est trop busy et Bah ouais, qu'entre en 2 fait, sinon, conférences, il fait autre chose, il y alors a qu'il est en 200 train de personnes bosser, à la quoi? salle. En fait, tout le monde a envie de lui parler en one-one. T'imagines Ouais. déjà juste Ouais, c'est 200 pas personnes, possible. 1 minute, impossible. Ouais, ouais, c'est sûr. OK. On le voit, enfin on le voit. À notre toute petite échelle, on parlait au départ de ce podcast du Wizards Event qu'on a déjà organisé une première fois sur Lyon. Et c'est vrai que c'est trop cool parce que pour le coup, on a pris le temps d'échanger avec tout le monde. Et là, pour le coup, il y a 140 personnes sur l'event. Mais par contre, ta journée, tu la vois Ah pas oui. passer et tu passes ton temps. Moi, on venait me donner à bouffer parce qu'en fait, sinon, j'avais même pas le temps d'aller chercher à bouffer. Tu passes ton temps à parler avec les gens et J'ai fait un mastermind cet été, c'est pareil, toi, t'as ouais. 100 personnes dans le truc, déjà juste 2 minutes par personne, ce qui est même pas assez pour tenir une discussion. Ouais, 200 minutes, ça fait enfin, plus de 3 heures, tu peux pas, en fait, enfin, tu vois, ouais, c'est clair. comment Ouais, tu fais? ouais, c'est rigolo. Ouais, donc ouais. Moi, j'avais un point que je voulais aborder qui est plus une affirmation qu'une question, mais tu vas me donner ton point de vue dessus. C'est que nous, ce qu'on a constaté autour de nous, c'est que les gens qui ship, donc vraiment qui créent, qu'envoient, sont souvent ceux qui réussissent le mieux. J'ai l'impression que c'est un point commun qu'on voit et dans tous les domaines, hein. Vraiment, qu'importe le domaine, c'est, ce truc de la récurrence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, comment tu le constates peut-être autour de toi? Tu vois, de gens qui, parfois, qui bossent, tu as l'impression dans le vide mais qui ship quoi, qui envoient et à force d'itération, bah, ça finit par,
Bah, apprendre. tout est dans l'exécution. Je pense que il y a une phrase qui résume bien ça, c'est en gros, vaut mieux être un focus full qu'un distracted genius. Tu sais, c'est un débile qui est ultra focus et qui exécute, plutôt Mmh. qu'un génie qui est en fait papillonne, Ah bah, c'est réfléchit, sûr. mais jamais exécution, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui parle, c'est l'exécution. Donc même si tu mets 10 essais pour avoir une bonne chose et que le génie il en fait une, si le génie il en fait pas, voilà, tu vas être devant lui. Donc je pense que oui, c'est une question d'exécution et que tu prends en expérience par l'expérience et que c'est combien est-ce que tu arrives à concrétiser, à matérialiser. Donc ouais. Ça me fait penser, également, il y a un mec qui fait de la muscu qui s'appelle, Lucas Gouif et il avait fait un podcast, je crois, une fois où il disait, «Vous avez jamais remarqué que dans les salles, les mecs les plus tankés, ça a pas l'air d'être les mecs qui réfléchissent à leur exécution et tout. Ouais, C'est ouais. juste des mecs qui sont là tous les jours et qui poussent comme des débiles» Bah ouais, non et mais c'est concrètement, c'est pas faux, quoi, c'est on a peut-être parfois trop tendance à aller vers de l'optimisation et aller essayer de faire quelque chose de parfait alors qu'il faut juste que ce soit fait, quoi. Tu vois? ouais. Ouais, clairement et en fait, je te pose cette question parce que ce matin sur notre groupe communautaire là de la Wizard Academy, il y a quelqu'un qui a posé une question et juste je me suis dit: «Bah, il réfléchit trop Mmh. et il se pose trop de questions et tout» et en fait, il y a juste un moment où tu sais, j'aime pas dire le «il faut passer à l'action» et tout, tu sais, ça, c'est un peu les termes, qui me trigger un peu, mais Non mais mais c'est c'est vrai, vrai d'un côté. c'est vrai. Il faut passer à l'action et il y a un moment où tu sais ce qu'il faut que tu fasses au fond. Tu vois? C'est comme moi avec mon truc de process que je fais pas. Je sais qu'il faut que je le fasse, je sais comment le faire. Mmh. Il y a juste un moment où tu dis: «Bon allez, c'est bon, c'est parti» et il y en a un qui lui répondait qui disait: «De toute façon, le plus chiant la plupart du temps, c'est les 2 premières minutes». C'est juste tu te dis: «Ah non, j'ai pas envie de le faire et tout», puis en fait, ça fait 2 minutes que tu le fais et tu réfléchis Mais plus, tu es en train de le faire en fait. j'ai exactement, je prends un exemple avec vous, enfin, avec justement ce podcast-là, vous prenez des lives de mes clients, c'était peut-être il y a 2 3 jours dans un live client. Je disais: «Mais en fait, ça fait 2 mois que je voulais envoyer un message à Wizard Podcast», typiquement. Je dis: «Bon, ça, c'est une tâche qui me prend 5 minutes sur ma to-do». Tu sais, j'avais mis entre parenthèses: «Ça prend 5 minutes», je clique le lien dans la bio, je le contacte, il me contacte pas, bon tant pis. Hem et en fait, je repoussais, bon je ferai après et un matin, je me suis dit: «Mais attends, ça fait 2 mois qu'il est sur ma to-do». Je me Mmh. lève, je le fais: «Salut les gars», c'était le jour de Noël quasiment peut-être en plus. Mmh. Heu Ouais, c'était le jour de Noël, ouais. Ouais, c'était le jour de Noël, j'ai dit: «Vas-y, c'est bon, je le fais quoi», ça m'a pris 5 minutes. On est là à discuter ensemble. Donc parfois, il faut juste en fait exécuter et faire Mmh. quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, c'est le fameux truc d'avaler le crapaud là, parfois ou même C'est les ça. trucs que Ouais. tu as pas forcément envie de faire ou qu'importe, tu le fais et ça en plus, ça t'enlève tellement de tu sais, tu à chaque fois, tu te rappelles, tu dis: «Ah, il faut que je fasse ça» et hop, tu fais autre chose. Puis après, tu Ah, te redis: «Ah, il faut que je fasse ça» et quand tu l'as fait, c'est fait, quoi. Terminado, tu fous dans un coin et Tu assez bon en vrai pour ça en plus, Franck, je trouve, non? Tu trouves ouais, pas ça va. que Si, tu as ce côté, toi, tu les moi, bouffes bien j'arrive à les me crapauds, je forcer. trouve. Tu Ouais, es un moi, bon j'arrive, mangeur de crapauds, toi. ouais, j'en bouffe des crapauds. Mais des trucs que j'ai pas envie de faire, je suis capable de le faire, des trucs chiants et tout. Enfin, moi, il y a des moments, je suis un bot, hein. C'est mmh. vraiment, mais bon, Bah, l'anxiété en général, ça me ça vient reste. surtout du fait que, c'est pas que tu as trop de trucs à faire ou que tu sais pas quoi faire. L'anxiété, c'est que tu sais que tu dois faire un truc, mais tu le fais pas. Ouais, Et juste en fait, tu repousses, juste fais-le et Ouais. mmh. ouais, clairement. Bon. Est-ce que par hasard, Mathis, tu pensais qu'on allait te poser une question durant ce podcast qu'on t'a pas posée? Hem, non, honnêtement, j'ai pas de questions auxquelles j'ai pensé, particulières, non. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder? Parce que je pense tu as d'autres questions toi, Franck? Non, on aurait pas OK. Je pense qu'on arrive au bout. Est-ce Ouais, qu'il y a un sujet que tu veux aborder avant la fin, le mot de la fin, alors toujours plus difficile. Non, je sais pas, j'ai pas de sujet particulier. Merci de m'avoir accueilli parce que c'était vraiment très agréable d'avoir une discussion, avec vous les gars. Hem, plaisir très partagé, hein. méga Ouais. pertinent et c'est moi en plus qui vous ai demandé en plus de venir sur le podcast, donc j'ai été trop content que Tu as bien fait, mais je vais quand même le dire parce que on a certaines personnes qui nous demandent, si jamais vous nous proposez, et vous nous dites: «Ah j'aimerais bien passer et tout», enfin rien ne vous empêche de le faire, faites-le, mais soyez conscients que, là, surtout plus on avance dans le podcast, plus on est, sélectif sur les profils. Faut que ça voilà, donc ne soyez pas vexés si on revient pas vers vous, ça. suite à une prise de contact. Mais en tout Ouais. cas, plaisir partagé, c'était super intéressant Mmh. Mathis. Merci pour toute la valeur que tu as délivrée durant ce podcast. Est-ce qu'on mettra ta chaîne YouTube Ouais, en carrément, ça description? suffit largement. Qu'est-ce qu'on peut mettre ton Instagram, Ouais, chaîne YouTube, Instagram, là, c'est très, très bien Ouais, et puis nous, on se tiendra en courant, mais en privé pour, moi de mon côté l'évolution des ads, vous l'évolution du closing et Ouais, si on clairement. peut s'apporter carrément, ouais. mutuellement, ce serait trop cool et donc ouais, merci beaucoup
pour l'invitation. Avec plaisir. Eh ben, merci à vous tous d'avoir regardé et écouté ce podcast jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, le petit like, l'abonnement sur YouTube. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao.